3 histoires d'horreur, 3 histoires vraies, un peu flippantes, vécues par des gens, heureusement pas nous, avec différentes mécaniques. Aujourd'hui on aura une histoire courte, puis une histoire très longue, puis une histoire courte. Cette histoire très longue, elle est très longue parce qu'elle traite d'un truc qu'on n'a jamais traité dans les threads d'horreur, donc voilà, même si c'est long, c'est pas grave, ça vaut le coup d'en parler je pense. Bref, commençons d'abord avec notre première histoire, du coup plutôt courte, c'est l'histoire de Dan. Dan vit avec sa femme dans une maison de 2 étages, accessible via 2 entrées. Une plutôt classique sur le devant de la maison, là où se trouve aussi un Porsche, donc très classique aux US, et une autre sur le côté de la maison qui donne sur la buanderie. Dan et sa femme ont un chien. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette histoire, peut-être. Le soir de l'incident, Dan est seul chez lui et il décide d'accorder une petite sortie à son chien aux alentours de minuit. Il l'accroche donc à la longe qui est accrochée à l'autre bout, au Porsche. C'est un truc routinier, souvent dans la semaine il fait ça, il explique que son chien, il fait ses petits pipis et généralement après quelques minutes il revient et il veut retourner dans la maison. Ce soir-là, Dan est en train de ranger sa vaisselle lorsqu'il entend son chien gratter à la porte. Dan il se dirige donc vers la porte pour l'ouvrir et pour que son chien puisse le rejoindre à l'intérieur. Sauf que Dan, il a regardé beaucoup trop de films effrayants. Et peut-être même de threads d'horreur. Du coup il a un réflexe qui est très bon, c'est que à chaque fois que ça sonne à la porte ou à chaque fois que ça gratte ou peu importe, même s'il attend des amis ou quoi que ce soit, Dan il regarde toujours dans l'œil de la porte pour être sûr que c'est bien la personne qui devait lui rendre visite qui est là. Ce soir-là, Dan regarde par réflexe à travers l'œil de la porte et surprise, ce n'est pas son chien. Il y a un homme debout, immobile, qui fixe attentivement la poignée de la porte de Dan. Toutes les fois où il a regardé à travers l'œil, il pensait que cette situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là n'arriverait jamais. Et puis là, Dan, il entend un autre scratch contre la porte encore plus fort que le précédent. Et ce second scratch, c'est l'homme qui est de l'autre côté de la porte qui vient de le faire en grattant avec ses ongles contre la porte. À partir de là, Dan court vers son portable et il appelle sa femme pour lui expliquer ce qui se passe. Sa femme est confuse, elle comprend pas trop. Il explique Dan que c'est probablement parce qu'il lui a raconté hyper mal la chose parce qu'il était en panique. Quoi qu'il en soit, sa femme lui dit de pas bouger, de faire gaffe à ce que les portes soient bien fermées et qu'elle rentre immédiatement le rejoindre. Dan raccroche et se rend compte d'un truc pas ouf, c'est que son chien est toujours dehors. Dan décide alors de retourner vers sa porte d'entrée en faisant le moins de bruit possible et de regarder une nouvelle fois à travers l'œil de la porte. Et le mec est toujours là, il n'a pas bougé d'un poil et il est toujours en train de fixer la poignée de la porte. Dan décide alors de rejoindre la seconde entrée de sa maison sur la pointe des pieds, aka la porte de la buanderie. Il veut tout simplement faire rentrer son chien dans la maison pour qu'il ne puisse rien lui arriver étant donné qu'il y a un inconnu qui est figé sur son palier depuis 3 minutes. Il en trouve alors la porte de la buanderie dans le plus grand des silences, il jette un coup d'œil et son chien n'est pas là. Malheureusement pour Dan, ce côté-là de la maison est recouvert de gravier et il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il sorte de la maison sans faire du bruit et sans que l'inconnu s'en aperçoive. Il décide donc de refermer la porte de la buanderie à clé et de retourner à la porte principale de sa maison pour voir si l'inconnu est toujours là. Et cet inconnu est toujours là, debout, sur son palier, à fixer des yeux la poignée de la porte. Dan, il veut avoir une trace de ce à quoi ressemblait ce gars. Du coup, il va sortir son téléphone portable de la poche et essayer de prendre en photo le mec à travers l'œil de la porte. Très bon réflexe! Malheureusement, le téléphone de Dan n'arrive pas à focus qu'il y a de l'autre côté de la vitre de l'œil et la photo est toute floue et on voit juste une silhouette mais on voit pas du tout le visage de la personne. Elle est totalement méconnaissable. Dan pense ensuite à appeler la police et puis il se dit que ça n'a pas trop de sens puisqu'en fait, il y a juste un gars qui est debout sur son palier et jusqu'à présent, il a rien fait de mal donc il se dit que les flics vont pas le prendre au sérieux et que ça sert à rien de les appeler. Quelques secondes plus tard, cet inconnu regarde lui aussi à travers l'œil de la porte et il se met à sourire. Comme s'il savait que Dan se trouvait de l'autre côté de celle-ci et qu'il était en train de l'observer. Ce moment il dure quelques secondes et ça y est, l'inconnu arrête de sourire, se retourne et descend la rue. Dan reste sur ses gardes et il s'attend même à ce que le gars en fait ait fait une feinte et que d'un coup il se retourne et court vers la porte et la martèle de coups. Heureusement c'est pas ce qui se passe, le gars est parti pour de vrai et quelques minutes plus tard il y a la femme de Dan qui arrive et qui lui dit mais Dan, appelle la police là, tu fais quoi? Il a peut-être rien fait pour le moment mais on sait pas ce qu'il allait faire. Il est pas là pour t'offrir des bonbons, putain, il a peut-être des mauvaises intentions. Ils appellent donc la police et surtout ils partent à la recherche de leur chien qui, je vous rappelle, est toujours dehors. Et malheureusement le mec qui était sur le palier a bel et bien coupé la longe auquel le chien de Dan était attaché. Dan imagine le pire, il imagine peut-être que le gars, pour se venger d'avoir raté son intrusion chez lui, est parti avec son chien et heureusement il le retrouve dans le jardin d'un voisin. Et c'était probablement la meilleure sortie de sa vie à son chien. Ils ont eu plus tard des nouvelles de la police et malgré plusieurs patrouilles dans le coin, ils ont vu personne de bizarre dehors. Et Dan et sa femme ont emménagé pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec ça 3 ans plus tard. Mais Dan s'en souvient et ça l'a bien marqué. Parce que comme plein d'autres gens dans toutes ces histoires, il s'est dit mais il voulait quoi ce gars? Qu'est-ce qu'il allait faire? Bref, morale, quand quelqu'un toque ou sonne, même si vous attendez quelqu'un, on regarde dans l'œil de la porte, n'est-ce pas? Messieurs, dames, il est temps de raconter la deuxième histoire. Elle est longue mais elle est
incroyable, je trouve. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mira. Mira a 27 ans au moment où elle raconte son histoire, mais l'histoire a eu lieu 10 ans avant quand elle en avait 17. Mira vit aux États-Unis et à cette époque, elle s'apprête à rentrer à l'université. C'est un moment qu'elle attendait, elle était impatiente, elle a vu ça comme un nouveau départ parce qu'elle explique qu'au lycée, ça s'est plutôt mal passé pour elle, puisqu'elle s'est faite harceler. Elle justifie ses mauvaises expériences au lycée par le fait qu'elle a une personnalité assez introvertie et qu'elle est assez maladroite. Ce à quoi on a envie de lui dire, bah non, ça ne justifie rien. T'as le droit d'être introvertie et maladroite et c'est pas pour autant que les gens ont le droit de te harceler. En revanche, elle pense que c'est pour ça qu'elle n'a toujours pas eu de copain à ce moment-là de sa vie. Bref, un soir il est tard, elle est en train de travailler sur un devoir dans sa chambre et un inconnu l'ajoute sur MSN. Je précise au cas où il y en a qui ne savent pas ce que c'est MSN, c'est pour parler à tes potes en ligne. Voilà. Mira ne connaît pas le nom et prénom qu'il y a dans l'adresse mail de la demande qu'elle reçoit. Elle ne sait pas qui est cette personne qui veut l'ajouter en ami. En revanche, dans l'adresse mail, il y a un nom indien et Mira étant elle-même indienne, elle est intriguée et elle accepte la demande. Pour les besoins de l'histoire, ce garçon Mira, elle va l'appeler Ken. Ce soir-là, elle commence alors à discuter avec lui et bien entendu, elle lui demande comment il a obtenu son adresse MSN. Et Ken esquive gracieusement la question. Au fil de la discussion, Mira apprend que Ken est un poil plus âgé qu'elle et qui vit dans la même ville. Ken n'a pas de photo de profil sur MSN et il demande à Mira s'ils peuvent faire une conversation vidéo où ils activent leur webcam. Dans un premier temps, Mira refuse et puis Ken réussit à la convaincre d'une manière ou d'une autre et elle cède. Et surprise, elle est soulagée. Il est dans sa chambre, rien d'anormal, rien de bizarre. Tout va bien. Je sais que vous le trouvez chelou, Ken, mais attendez. Là, y a rien de bizarre de ouf en soi. À partir de là, Mira et Ken vont continuer de se parler sur MSN tous les jours pendant plusieurs semaines. Ils vont même se mettre à parler par SMS et ils vont même commencer à s'appeler au téléphone régulièrement. Et Mira va commencer à avoir des sentiments pour Ken. Un jour, ils arrivent à trouver une date et une heure où ils sont tous les deux disponibles et ils organisent un déjeuner. Ken a le permis, donc il propose à Mira d'aller la chercher directement à l'université et ensuite de l'emmener dans un restaurant végétarien local que Mira connaissait déjà, qui était apparemment un très bon spot. Mira accepte et elle explique que bêtement, elle n'a dit à personne, ni ses amis, ni sa famille, où elle allait et avec qui, parce qu'elle était gênée. Le jour J arrive, Mira sort de l'université et une voiture arrive. Le conducteur baisse la vitre, le visage de Ken apparaît, Mira est soulagée, c'est pas quelqu'un d'autre, il y a pas plusieurs personnes dans la voiture, il y a juste Ken. Ken fait signe à Mira de rentrer dans la voiture, elle s'assoit sur le siège passager avant, et aussitôt elle ferme la porte, Ken met la main sur sa cuisse. Mira immédiatement éloigne sa jambe, et elle lance tout de suite un autre sujet pour réduire le malaise, elle lui demande s'il sait où se trouve le restaurant, parce qu'elle sait et elle peut le guider. Et donc elle se dit, il est peut-être juste très nerveux ou il est peut-être comme moi très maladroit, c'est pas grave, tout va bien, elle laisse couler. Alors que clairement, ce n'est pas normal. Ken prend la bretelle et s'engage sur l'autoroute. Mira comprend pas puisque elle sait où est le restaurant et normalement pour y aller, tu n'as pas du tout à prendre l'autoroute. Et il va lui dire qu'il s'est dit que peut-être qu'il pourrait aller chez lui plutôt que d'aller au restaurant pour jouer à Need for Speed et pour qu'il lui prépare un déjeuner lui-même. Oh là là, le guet-apens! Malgré tous les messages d'alerte qu'elle a pu voir, elle décide finalement qu'elle veut pas gâcher son premier date. Elle préfère accepter ce qu'il lui propose plutôt que de passer pour quelqu'un d'impoli qui dit non. D'ailleurs c'est là on voit que les choses ont beaucoup changé en 10 ans. La plupart des filles ont compris qu'il y avait aucun mal à dire non, que t'es pas impoli quand tu dis non. Bref, ils arrivent donc dans la maison et Mira voit qu'il y a personne dans la maison à part elle et Ken. Pourtant Ken lui avait dit que c'était la maison de sa famille, donc elle s'attendait à ce qu'il y ait peut-être ses parents ou un frère ou une sœur. De plus la maison elle est peu meublée et elle est un peu négligée, ce que Mira ne comprend pas trop puisque c'est censé être une maison dans laquelle vit une famille et que normalement ça ressemble pas à ça. Ken s'assoit sur son lit et surprise, il lui passe la manette. Ken se lève et comme promis, il lui fait un déjeuner, il prépare des sandwichs. Mira elle se dit alors putain, merde, en fait, je suis complètement parano là. Pourquoi je psychote là depuis le début? Et malheureusement, au moment où elle se dit ça, Ken s'assoit derrière elle et il fait ce truc horrible et très cliché. Il prend ses mains qui sont sur la manette et il lui montre comment faire pour bien gérer la manette, bien appuyer sur les boutons et bouger les joysticks. Ce qui est vraiment bizarre, puisque autant tu peux faire ce truc horrible de Charo pour apprendre genre à faire un truc très technique, genre du golf, ou apprendre à bien orienter une raquette de tennis ou j'en sais rien. Mais tu fais pas ça pour apprendre à utiliser une manette. Là, c'est le truc bizarre de trop, donc Mira se lève et dit à Ken, écoute, je dois y aller, j'ai un devoir à rendre, il faut que je bosse, merci, au revoir. Ken ramène bel et bien Mira à l'université et il y a rien d'autre de chelou à signaler ce jour-là. Mira, elle a clairement pas passé un bon moment et du coup elle décide de ne plus du tout parler à Ken. Normal. Et puis un jour vers 23 h, Ken lui envoie un message qui la rend furax sur MSN. J'aimerais qu'on se voit ce soir, je t'envoie un taxi et tu viens chez moi. Mira, elle est énervée de ouf, elle lui dit mec, pour qui tu me prends? À quel moment tu te dis que j'ai envie qu'on se revoie et que j'ai envie d'aller chez toi? Et à ça, Ken va juste répondre non non mais pas de sexe promis, j'ai juste envie qu'on se voit. Pas de sexe promis. Cette phrase, c'est le next, le plus total. À partir de là, pendant des mois, Ken va continuer d'envoyer des messages à Mira, elle va continuer de les ignorer. Et puis un jour, ça s'arrête. Plus aucune nouvelle de Ken. Mira explique qu'elle aurait aimé que l'histoire se termine là,
Sauf que non. En avril, Mira et ses parents décident de rejoindre une personne un peu éloignée de leur famille, mais qui fait partie de la famille, qui s'appelle Anne. Et Anne, elle vit aux Caraïbes. Pendant ses jours aux Caraïbes, Anne va leur raconter son dernier voyage en Inde, au cours duquel elle a rencontré une femme locale riche, qui est rapidement devenue une amie très proche d'elle. On va l'appeler Connie. Elle restait constamment avec Mira et elle insistait tout le temps en disant qu'elle connaissait une école superbe qui offrait de très belles opportunités et qu'elle voulait vraiment que Mira l'intègre. Sauf que cette école, elle était pas aux US. Elle avait aussi demandé à Mira si elle était toujours vierge et elle lui disait de se préserver pour son futur mari. Quoi ? T'es qui, Connie, en fait? En gros, Mira et ses parents se sont fait embrigader dans ce qui s'apparente à une secte et Connie a réussi à leur faire lâcher 100 000 $. Quand tu te fais embrigader dans une secte, c'est un bourbier énorme. Les techniques qu'ils utilisent, c'est terrifiant et c'est terriblement efficace. Le temps passe, Mira et ses parents se rendent compte que Connie n'est pas celle qu'elle prétend être et ils la confrontent. Et Connie disparaît du jour au lendemain de leur vie. Et là vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec Ken là, Lucas? Je comprends pas. Et il y a un rapport, un bien plus grand rapport qu'on ne l'imagine. Elle réalise qu'en fait Ken fait partie de ce putain de complot. Et elle réalise qu'elle a évité le pire. Elle a réalisé que Connie travaillait probablement pour une organisation criminelle de trafic d'humains. Souvenez-vous, Ken avait dit à Mira, pas de sexe, je te le promets. Connie n'arrêtait pas de dire à Mira de rester vierge et de se préserver pour son futur mari. En fait, depuis le début, Ken, il voulait pas du tout sortir avec Mira ou avoir des rapports sexuels avec elle. Il voulait juste éloigner tous les hommes qu'il y avait autour de Mira et l'empêcher d'avoir un petit ami. Et peut-être que dans ce trafic d'humains, il était question de filles vierges. Bref, horrible, c'est horrible. Alors là, on se dit, mais putain, mais pourquoi ils sont pas allés voir la police? C'est hyper grave. Le problème, c'est qu'ils ont aucune preuve de tout ça. C'est-à-dire qu'en soi, Connie et Ken, ils ont jamais rien fait d'illégal. Et que quand ils ont donné de l'argent, Mira et sa famille, c'était de bonne volonté. Elle a quand même essayé de retrouver des infos sur Ken, de par son numéro de téléphone, de par son adresse MSN, etc. Mais elle n'a rien trouvé. Mira explique donc qu'elle n'avait jamais parlé de cette histoire en disant parce que c'est un vrai drame familial qu'elle a vécu. Mais finalement, en traînant sur Reddit, elle s'est dit bon, j'ai peut-être enfin raconté cette histoire parce que ça peut aider des gens. Je veux montrer aux plus jeunes qu'il faut pas faire confiance à des inconnus, que même quand on croit tout croire sur quelqu'un, on peut avoir de très mauvaises surprises et s'être trompé. Et que donc il faut toujours faire des recherches approfondies sur les gens pour être sûr qu'ils n'ont pas un jardin secret très malsain, comme par exemple qu'ils ne sont pas membres d'une organisation qui fait du trafic d'humains. Bref, voilà, c'était l'histoire de Mira, très différente de toutes les histoires qu'on a racontées. Je sais pas si vous étiez dedans, je trouvais ça incroyable. On a vraiment un témoignage de quelqu'un qui s'est retrouvé embrigadé dans une secte et qui a réussi à s'en sortir avant d'atteindre le point de non-retour. Et c'est toujours des témoignages très intéressants et très enrichissants parce qu'en fait tu peux te dire ça arrive à n'importe qui. C'est un truc de ouf. Et encore plus aux gens qui traversent, et c'est le cas de tous dans la vie, une phase un peu de faiblesse, de vulnérabilité, de doute. Et ben eux ils arrivent et ils profitent de cette vulnérabilité, de cette phase de doute là pour te plomber le cerveau quoi. C'est terrible. Bref, troisième histoire très courte, c'est celle de Com. Il est très jeune et il raconte quelque chose qui lui est arrivé quand il avait 4-5 ans, un dimanche de Pâques. À Pâques, toute la famille de Com se réunit chez la grand-mère pour célébrer les vacances, les anniversaires, pour se voir, etc. Com et sa maman prennent donc la route pour aller chez la grand-mère. Après 40 minutes de route, la voiture manque d'essence et la maman de Com décide de s'arrêter à une station-service pour faire un plein. C'était une vieille station-service très rustique avec une poignée de clients dans le magasin, bref, une station-service rien d'anormal du tout. La mère de Com lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers et aussi, quand il reste seul dans la voiture, de ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Sa mère fait le plein de la voiture, elle a assez confiance en Com pour aller payer sans le prendre, sauf que ce jour-là, il fait très chaud. Com et sa maman avaient donc ouvert les fenêtres de la voiture pour profiter un peu du vent plutôt que de mettre la clim. Com est seul dans la voiture et en regardant par la fenêtre, il voit un homme qui a entre 30 et 40 ans s'approcher de lui. Cet homme s'accroupit et lui dit « Hey, salut, comment tu t'appelles ?» Com se souvient qu'il ne doit pas parler aux inconnus et il dit donc à cet homme « Ma mère m'a dit de jamais parler aux inconnus, je peux pas vous parler. » L'homme va alors lui dire « Ah bah, dans ce cas, on peut être amis si tu veux, je m'appelle Charlie et maintenant que tu le sais, je suis plus un étranger. » Comme il a 4-5 ans et du coup, il se fait brain. Il se dit « Bah c'est vrai, si quelqu'un me donne son nom, c'est plus un étranger donc je peux lui parler, cool. » Com a donc une discussion avec cet homme, il se souvient plus des détails, il se souvient juste que le gars lui avait dit qu'il avait un joli panier de Pâques et il se souvient que même étant enfant, à ce moment-là, il s'est mis à avoir mal à l'estomac mais sans comprendre pourquoi. Et ça c'est dingue, ça veut dire que comme il a 4-5 ans mais son corps lui envoie le message du « Attention, alerte, il y a un problème » et comme il ne comprend pas pourquoi il a mal au ventre soudainement. C'est dingue je trouve. La maman de Com sort alors du magasin après avoir payé le plein d'essence et remarque immédiatement qu'il y a un homme adossé à la fenêtre de la voiture qui est en train de parler à son fils. Elle s'approche alors rapidement de la voiture pour lui demander ce qu'il est en train de foutre et le gars se met à paniquer, saisit la poignée de la porte et la tire très fort à multiples reprises avant de comprendre que les portières sont verrouillées. Il va alors passer son bras à travers la fenêtre qui est ouverte et attraper Com par le poignet pour le sortir de la voiture par la fenêtre. Com du coup a très peur, il se débat, l'homme lâche Com et part en courant à pleine vitesse pour prendre la
fuite. La maman de Com s'approche de la voiture, Com déverrouille les portières, elle le prend dans ses bras, elle lui fait le plus gros câlin de sa vie, et tous les deux savent à ce moment-là que Com vient d'être victime d'une tentative de kidnapping qui heureusement a échoué. Voilà, les kidnappings c'est horrible, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a tous les ans et c'est triste et malheureux, mais on s'imagine pas qu'il y en a qui sont d'une telle violence en fait. On commence avec l'histoire d'Alexandre. Alexandre, quand il raconte son histoire, ça lui est arrivé que quelques heures plus tôt. C'est un habitué du subreddit Let's Not Meet, subreddit sur lequel je pioche ses histoires. Il lui est arrivé un truc vraiment flippant et du coup en rentrant il s'est dit putain, je vais pouvoir prendre parti à ce subreddit enfin. Malheureusement, aujourd'hui Alexandre a fini le travail plus tôt et du coup il a donc décidé d'aller faire un petit footing. Il est parti courir vers 16h30 et ses itinéraires de footing habituels passent à travers de nombreuses routes. Vu l'heure et tous les gens qui rentrent du travail, il s'est dit que ce serait pas très pratique donc il a décidé de prendre un autre itinéraire. Cet autre itinéraire le fait passer à travers des bois, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire un footing finalement, et le chemin le fait arriver proche des restes d'une usine. Et cette usine là, son escalier est intact, c'est un escalier de secours en métal. Et sur l'une des marches en métal se trouve un mec assis. À la vue d'Alex, ce mec aussitôt se lève et lui crie quelque chose. Il comprend qu'il est peut-être dans une entourloupe, mais ça l'inquiète pas plus que ça puisqu'il y a une clôture entre lui et ce mec et que donc dans le pire des cas, il va reprendre son footing et tailler son meilleur sprint et il va rien lui arriver. Alex continue son footing et arrive au niveau de ce mec qui lui dit « Attendez s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon téléphone. » Téléphone qu'il aurait apparemment laissé tomber quelque part à proximité. Il demande alors à Alex d'appeler son numéro pour que la sonnerie du téléphone les aide à le localiser. Alex à ce moment-là, il est un peu pris au piège parce qu'il est en plein footing et vous savez, il a la sacoche en plastique sur le bras dans laquelle se trouve son téléphone. Il peut pas prétexter ne pas avoir de téléphone puisqu'il est accroché à son bras. Alex commence à taper le numéro sur son téléphone et il a même pas le temps de finir le numéro que la personne en face de lui lui dit « Ça y est, je l'entends, allez viens m'aider à le chercher ». Alex reste sans voix, il comprend pas, il se dit mais j'ai pas fini de taper le numéro, il peut pas l'entendre son téléphone, puisqu'il sonne pas. Il s'apprête à lui dire lorsque soudainement il aperçoit un deuxième homme, à quelques mètres à droite d'Alex, derrière une section de mur. Ce deuxième homme regarde Alex et lui dit les gars, le téléphone est à côté de moi, je l'entends, il est très près de moi. Et il fait alors signe à Alex de passer dans un trou de la clôture pour venir les aider. C'est-à-dire que depuis le début, Alex qui se sentait tant en sécurité grâce à cette putain de clôture ne l'était en fait absolument pas. Les deux gars vont alors demander à Alex plusieurs fois de les rejoindre de l'autre côté et de les aider, en insistant bien sur le fait qu'ils entendent le téléphone sonner et qu'il est tout prêt. Alex est dans l'hésitation, il sait pas quoi faire, et il entend le deuxième type dire à son ami « Il va pas tomber dans le panneau ». Et cette phrase, il l'a dit à voix basse pensant qu'Alex ne l'entendrait pas, sauf qu'ils sont au milieu d'une forêt et qu'il n'y a aucun bruit. Et c'est là que le premier gars commence à s'énerver. Il se met à frapper contre un arbre et dit à Alex de se bouger le cul parce qu'il a vraiment besoin de ce téléphone et que toute sa vie se trouve dans ce téléphone. Et face à la colère de ce premier homme, Alex constate autre chose, c'est que le deuxième homme a disparu. Il ne sait pas où il est. Alex balaye tout ce qu'il a devant lui des yeux dans le but de retrouver le deuxième individu qui est potentiellement une menace aussi pour Alex, et il voit que le deuxième homme est en fait en train de passer dans le trou de la clôture. La situation est en train de dégénérer, Alex le comprend parfaitement et il décide de taper son meilleur sprint. Après 20 secondes de sprint, Alex décide de regarder par-dessus son épaule pour voir s'il est suivi ou pas. Et bonne nouvelle, ils le poursuivent pas. Ils sont tous les deux debout de l'autre côté de la clôture au milieu du chemin, immobiles à regarder Alex partir en courant. Alex a continué de sprinter jusqu'à chez lui et il a bel et bien compris que s'il avait rejoint les deux hommes de l'autre côté de la clôture pour les aider, il aurait été sacrément dans la merde. Voilà, et c'est la fin de l'histoire d'Alex. Celle-là, elle est pour tous ceux qui font du jogging là comme des beaux gosses dans la forêt. Ah, attention à vous. C'est horrible parce que c'est vraiment ce truc d'embuscade où il y a des gens qui font semblant d'être dans le besoin et qui te pressurisent genre vite vite, agis vite, viens vite de notre côté et aide-nous. Et souvent sur le moment t'es un peu choqué que des gars soient dans le besoin et tu peux facilement te rapprocher d'eux et baisser ta garde et te retrouver mal. Donc voilà Alex, tu as eu un très bon flair ce jour-là, bravo à toi. Il est temps de passer à l'histoire de Carl et cette histoire elle se passe dans son appartement. À l'époque, Carl vit seul dans un petit appartement et tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'il notifie des trucs qui disparaissent ou qui changent de place. Il ouvre le placard de sa cuisine et les gâteaux ne sont pas au même endroit que la veille. Il rentre du travail en fin de journée, il se rend dans son salon et les coussins sont désordonnés. Vous savez, c'est le genre de truc où vous et moi ça nous arrive et en fait c'est juste nous qui avons bougé de place les trucs et on s'en souvient pas. Mais Carl lui, ça lui met la puce à l'oreille et il se met à se méfier de son propre appartement. Pour lui, il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Tout cela nous amène à cette fameuse nuit où Carl se réveille à 1 h du matin en sueur. Il est convaincu qu'il sort d'un cauchemar même s'il s'en souvient pas et il décide d'aller prendre une douche parce que là il a vraiment trop sué. Il se rend alors dans sa salle de bain et il pose son téléphone sur le lavabo et se met une petite musique cool pour profiter de ce moment sous la douche et laisser cet affreux cauchemar loin derrière lui. Après plusieurs minutes passées sous la douche, Carl entend la porte de la salle de bain bouger.
Comme il vit seul, il la ferme jamais, et encore moins à clé, et surtout, il a pas d'animaux. Donc ça ne peut pas être son chat ou son chien qui est rentré dans la salle de bain. Entre Carl et l'entrée de sa salle de bain se trouve un rideau de douche. Et là, Carl va faire un truc très malin pour être sûr de pas se faire des idées. Il va regarder, tout en étant hors du champ de vision de cette possible personne qui vient d'entrer dans sa salle de bain, le reflet de son téléphone, qui, souvenez-vous, se trouve sur son lavabo. Et dans le reflet de son téléphone, il voit bel et bien quelqu'un qui est debout de l'autre côté de son rideau de douche. Et là, Carl, il fait un truc de beau gosse, il garde son sang-froid. Il a bel et bien la preuve que quelqu'un est là, dans sa salle de bain, mais il va faire comme si de rien n'était. Il va pas crier, il va pas s'agiter, il va continuer sa douche comme s'il n'avait rien vu. Mais en vrai, il prépare un plan d'attaque. Il saisit son pommeau de douche et il met l'eau chaude à fond. Et Carl, il y a un truc relou dans son appart, mais qui dans cette situation se trouve être une chance, c'est que son eau chaude monte très haute en température. Quelques secondes plus tard, il y a beaucoup de vapeur dans la douche et surtout Carl a mal aux pieds puisqu'il se prend un peu d'eau sur les pieds et qu'elle est vraiment brûlante. Il prend alors son courage à deux mains et il décide d'ouvrir le rideau de douche et d'orienter le pommeau vers la personne qui se trouvait de l'autre côté. Cette personne, qui vient de se faire ébouillanter, hurle de douleur et Carl décide de la frapper au visage avec la paume de douche et de courir hors de sa salle de bain avant de fermer à clé la porte de la salle de bain de l'extérieur. Il vient de réussir à enfermer l'intrus dans sa propre salle de bain. Il appelle alors la police et le temps qu'elle se rende sur les lieux, il décide d'aller dans sa cuisine pour s'armer d'un couteau au cas où la porte céderait sous les coups de l'intrus et qu'il aurait à se défendre. Et mauvaise surprise, en arrivant dans sa cuisine, son gros couteau de cuisine n'est plus à son emplacement. Et Carl comprend immédiatement qu'il est très probablement en ce moment même dans la salle de bain entre les mains de l'intrus. La police arrive alors sur les lieux et arrête cette femme qui était toujours enfermée dans la salle de bain. Et il se trouve que c'était l'ancienne locataire de l'appartement. En fait, elle s'était faite virer de l'appartement après ne pas avoir payé le loyer pendant plusieurs mois, sauf qu'elle avait fait un double des clés et qu'elle avait donc toujours depuis plusieurs mois accès à l'appartement de Carl. Et elle s'y rendait régulièrement sur les heures de travail de Carl pour manger, se doucher, etc. Et ce qui a fait vraiment bader Carl, c'est que la police a bel et bien retrouvé son gros couteau de cuisine dans la salle de bain et que les choses auraient donc pu vraiment mal tourner s'il n'avait pas de l'eau qui montait à une très haute température et un verrou qui peut se fermer de l'extérieur de la salle de bain. Bref, on va tous installer des serrures à clé suite à cette histoire. Et je dois vous dire un truc, moi par exemple, il n'y a aucun verrou chez moi à part aux toilettes et ça se ferme que de l'intérieur. Donc s'il m'arrive ça, je suis complètement zub. Le couteau, il transperce mon corps tôt ou tard, c'est sûr. J'adore cette histoire parce que, bon, déjà, elle finit bien, il n'y a rien arrivé à Carl. Et surtout, il lui est arrivé ce qui se passe dans plein de films d'horreur. Quelqu'un de mal intentionné rentre dans la salle de bain. Et comme l'eau coule, le personnage principal n'entend pas l'intrus entrer dans la salle de bain. Enfin bref, il a vraiment vécu un truc de film d'horreur, je trouve ça fou. Messieurs, dames, il est temps de passer à la dernière histoire, et c'est celle d'Allison. Allison est de retour dans la maison familiale pour la première fois depuis 1 an, puisqu'elle vient de finir sa première année d'université. Elle y retourne pour y passer les grandes vacances, et elle explique que cette maison familiale, elle n'est pas située en ville, elle est située bien plus loin, et c'est vraiment le cliché de la maison en pleine forêt. Genre, cette maison est entourée de forêts denses. Près de la maison familiale, il y a un petit sentier herbeux, du long duquel découle un ruisseau, et si on suit ce ruisseau, on tombe sur la grande rivière. C'est une longue marche de plusieurs heures, mais qu'elle faisait souvent quand elle était enfant. Allison précise que dans cette forêt, c'est très simple de se perdre. Elle est très dense et surtout le terrain n'est pas du tout droit. Il y a beaucoup de montées et de descentes. Bref, cet été-là, Allison a décidé de refaire la sortie qu'elle a fait tant de fois quand elle était plus jeune, à 2 reprises. La première fois, elle est partie le matin. Elle a atteint le ruisseau au bout d'environ 1 heure. Arrivée au ruisseau, elle décide de tremper ses mains dans l'eau. Et c'est là qu'au loin, elle entend une cloche. Il faut savoir que lors de cette sortie typique qu'elle a fait des centaines de fois au cours de sa vie, Allison n'a jamais croisé ni vu personne. En marchant, elle réfléchit et elle se rend compte que ça peut pas être une cloche accrochée à un animal puisque le bruit de la cloche est beaucoup trop fort. Elle continue tout de même à marcher en direction du bruit de la cloche, mais après 5 minutes, il n'y a plus aucun bruit de cloche. Elle comprend que la théorie la plus probable c'est que ce soit un humain qui fasse sonner cette cloche, mais elle a pas trop envie d'y penser et elle refuse d'y croire. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, elle tombe sur un blaireau mort. Et c'était assez récent puisque le corps était assez frais, il n'y avait pas d'odeur nauséabonde. Allison continue son chemin, elle atteint sa destination, chez elle, et il n'y a rien d'autre d'étrange à noter. 1 semaine plus tard, c'est le moment où Allison fait cette deuxième sortie. Et malheureusement, ça va aussi être sa dernière. Cette fois, elle part pas le matin, elle part à 18 h. Elle atteint le ruisseau, et cette fois-ci, elle va pas continuer son chemin jusqu'à atteindre la rivière, comme à chaque fois, elle va tout de suite faire demi-tour parce qu'il pleut à torrent. Et en plus, il est tard, le soleil se couche à 21 h, elle a pas envie de rentrer de nuit, donc elle écourte sa sortie. Allison, qui marche à toute vitesse, atteint la partie la plus claire et la plus ouverte de la forêt et elle tombe nez à nez sur quelque chose accroché à une branche. Quelque chose dont se dégage une odeur terrible. Et ce quelque chose, c'est le corps en décomposition du blaireau. Elle comprend donc que quelqu'un connaît le chemin qu'elle emprunte et qu'il a mis ce corps de blaireau à cet endroit-là dans le but qu'elle tombe dessus. Elle se met alors à regarder autour d'elle et à devenir un peu parano. Elle se demande si les branches qui craquent autour d'elle ne sont pas des animaux mais une personne qui la suit. Si quelqu'un est là depuis le début au loin et la traque, et elle décide alors de courir. Elle court et s'éloigne du ruisseau lorsque d'un coup elle entend
la cloche. Pendant qu'elle court, elle appelle son père, elle lui dit qu'elle est persuadée que quelqu'un se trouve dans la forêt avec elle et qu'elle a un très mauvais pressentiment. Il fait nuit, il pleut à torrent, le bruit des gouttes d'eau qui frappent sur les feuilles et les arbres aux alentours l'empêche de distinguer les sons, mais elle en est convaincue, quelqu'un est très proche d'elle. Allison est à bout de souffle, ça fait plusieurs minutes qu'elle sprint, elle décide alors de se remettre à marcher vite. Et c'est là qu'elle va pour la première fois distinguer des bruits. Et ces bruits, c'est des bruits de pas. Ces bruits de pas viennent d'un peu plus bas dans la forêt. Et rapidement après, elle entend de nouveau un son de cloche, qui vient du même endroit que ces bruits de pas. Allison arrête de marcher, elle est pétrifiée et elle décide de regarder par-dessus son épaule. Et elle va enfin voir ce qui se trouve dans cette forêt avec elle. Elle distingue au bout du chemin un homme légèrement accroupi qui marche vers elle tout en secouant devant lui cette fameuse cloche. Allison comprend que depuis le début, elle n'est pas en train de se faire des idées, elle n'est pas la bienvenue sur ce chemin et quelqu'un veut lui faire comprendre. Elle se remet alors à sprinter de toutes ses forces, tout en hurlant qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont en route. Allison explique qu'à ce moment-là, elle a le sentiment que quelque chose de terrible va lui arriver, que l'homme court plus vite qu'elle, qu'il se rapproche d'elle et qu'elle n'aura pas eu le temps de retrouver son père avant qu'il l'atteigne. Et après plusieurs longues minutes de sprint, elle entend au loin la voix de son père qui hurle son prénom. Allison saute dans les bras de son père et ils se ruent tous deux dans la voiture que son père avait garée un peu plus loin à l'entrée d'un chemin qu'il ne pouvait pas emprunter avec la voiture. Une fois dans la voiture, le père d'Allison la conduit directement au commissariat. Sur la route, son père est en larmes et explique à Allison qu'il entendait le bruit de la cloche et qu'il était persuadé qu'il n'allait plus jamais revoir sa fille. Arrivé au commissariat, la police évidemment a donné les premiers soins à Allison et ensuite ils se sont rendus sur les lieux pour essayer de trouver cet homme qui faisait sonner cette cloche. Malheureusement, ils l'ont pas trouvé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un t-shirt plié sous un rocher. Ils en ont alors conclu que cet homme était probablement un sans-abri qui vivait dans la forêt et qu'il n'avait absolument pas apprécié le fait qu'Allison se balade aux alentours de son endroit. Et ils ont rien pu faire pour Allison et sa famille à part leur dire d'être très vigilants et de ne plus se balader à cet endroit. Allison a essayé de rationaliser tous ces événements et malheureusement elle est convaincue que ce gars allait lui faire du mal puisque c'est pas normal la manière dont il marchait après elle, c'est pas normal la manière dont il faisait sonner sa cloche. C'est comme s'il était satisfait de la traquer et qui se nourrissait de sa peur en fait à elle. Elle est donc jamais retournée se balader dans la forêt et aujourd'hui dès qu'elle entend un son de cloche elle est complètement paniquée, c'est devenu un vrai cauchemar pour elle. Bref, elle n'a jamais su qui était cette personne et ce qu'elle voulait et elle le saura jamais. La première histoire que je vais vous raconter c'est celle d'Inès. Évidemment je l'ai modifié son prénom pour des raisons de sécurité. Il y a quelques semaines, Inès emménage sur Toulouse pour faire ses études. Elle a trouvé un petit appart sympa, pas loin de la fac, qui rentre parfaitement dans son budget. Elle s'apprête à vivre sa meilleure vie. Après une soirée arrosée, Inès décide de rentrer chez elle sauf qu'il est tard et donc il n'y a plus de métro et plus de bus. Du coup en toute logique, Inès appelle un chauffeur VTC via une application très connue. Le chauffeur arrive, elle monte à l'intérieur de la voiture, il a un masque Covid, elle aussi elle a son masque Covid. Pour le moment, aucun signe alarmant. Le trajet se passe bien, les discussions sont rigolotes, Inès parle même de sa voiture parce que c'est apparemment une vieille voiture des années 2000 et qu'elle l'aime particulièrement. Et en arrivant à destination, le chauffeur qu'on va appeler David demande donc à Inès quelle est sa voiture parmi toutes celles qui sont garées en bas de l'immeuble. Inès monte donc du doigt sa vieille 75 chevaux avant que les deux rigolent et qu'elle rentre chez elle. Elle se couche, elle s'endort, tout va bien. Le lendemain, Inès, elle a un vieux feeling, un mauvais pressentiment. Et elle précise que souvent quand elle a un mauvais pressentiment, il y a une raison. Mais les jours passent et il se passe rien d'anormal, sauf qu'une semaine après, en rentrant de la fac, elle retrouve des dizaines de papiers sous son essuie-glace. Et sur ces papiers, bien évidemment, il y a des messages. Tu te rappelles le Uber de jeudi soir? T'étais vraiment charmante. Envoie-moi un message. J'ai 2 fois ton âge, mais on pourrait aller boire un café. Et là, Inès... elle se décompose et elle panique. Elle prend tous les papiers, les déchire et les jette à la poubelle. Elle se dit qu'il n'y a pas grand chose à faire et que si ce gars est sur elle, ça lui passera, puisqu'elle va répondre en aucun cas à ses avances. Mais elle a la preuve que son mauvais pressentiment était finalement fondé et qu'il faut maintenant qu'elle soit vigilante. 2 jours plus tard, Inès rentre chez elle et elle tombe sur un nouveau message, cette fois-ci glissé dans sa boîte aux lettres. Je sais où tu habites, tu as dû le comprendre, alors envoie-moi un message. Là, Inès est totalement terrifiée. Sa mère lui dit d'appeler la police, mais Inès refuse puisqu'elle est convaincue que ça va ne mener à rien et que les policiers vont probablement prendre ça pour un canular ou une mauvaise blague pour les faire chier. 2 jours plus tard, Inès arrive à la fac comme chaque matin et en arrivant dans le hall, elle tombe sur David. David se met à marcher vers elle et dit à haute voix: ah, ma fille, te voilà. Pourquoi tu m'envoies pas de message depuis 3 jours? Inès comprend immédiatement que David vient de se faire passer pour son père à l'accueil de la fac. Et dans sa tête, il y a 2 options. Soit elle fait un scandale en disant haut et fort que cet homme n'est pas son père et elle risque donc d'engendrer quelque chose de très gros. Elle sait pas s'il est armé, elle sait pas s'il va l'agresser, elle ne sait rien. Soit elle rentre dans le jeu de David et elle essaie discrètement de faire passer un message à l'accueil de la fac. Ne sachant pas de quoi David est capable, évidemment Inès elle choisit la
deuxième option. Ça va durer plusieurs dizaines de secondes et malheureusement la personne à l'accueil ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et là, coup de chance pour Inès, une amie à elle la reconnaît et décide de venir lui parler. David prend immédiatement la parole et lui dit: ah, tu dois être Chloé, je suis le père d'Inès. Sauf que malheureusement pour lui, elle s'appelle pas Chloé. Et en plus, elle sait qui est le vrai père d'Inès. La dame de l'accueil comprend enfin qu'il se passe quelque chose de bizarre et décide d'aller discrètement appeler la sécurité. Quelques dizaines de secondes plus tard, la sécurité vient parler à David et David se met à hausser le ton et à être très menaçant envers eux. Il va aller jusqu'à les frapper. Au vu de la situation, Inès décide alors d'appeler la police et David va finalement être mis en état d'arrestation devant la fac. Quelques jours plus tard, Inès a des nouvelles et David était en fait recherché pour séquestration, esclavage et meurtre. L'histoire aurait pu très mal finir, donc GG Inès, on est tous heureux, je pense on peut le dire, de savoir que tout va bien et qu'il ne t'est rien arrivé. Voilà, plein de gros bisous à toi et merci d'avoir partagé cette histoire qui j'espère n'arrivera plus jamais. Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathias. Au moment des faits, Mathias vient d'avoir son bac, il a 18 ans, et il vient d'emménager dans un nouvel appartement à Limoges. Un soir, Mathias vient de vivre une soirée étudiante beaucoup trop arrosée. Et il rentre avec grande difficulté chez lui puisqu'il est ivre-mort. Mathias instinctivement appuie sur la poignée, et la porte s'ouvre. Comme il est raide mort, il se dit qu'il a tout simplement oublié de la verrouiller à clé, il se pose pas de questions, il rentre dans son appartement, il ferme la porte derrière lui, il atteint sa chambre, il s'effondre dans son lit. Mais il y a un truc qui le dérange, c'est que l'odeur est pas comme d'habitude. Mais comme il est ivre-mort, il va pas creuser plus que ça, il va préférer dormir. Le lendemain matin, Mathias se réveille, énorme mal de crâne évidemment, il est en pleine gueule de bois, et il constate que son lit n'est pas du tout à la bonne place. Et qu'en fait, il n'est pas du tout dans sa chambre. Et il tombe sur un mec qui a 25 ans, et qui lui demande s'il a bien dormi et s'il veut boire un truc. Et là, Mathias comprend qu'en fait, il a pas dormi chez lui, il s'est trompé d'étage, et il est allé dans l'appartement de quelqu'un d'autre, qui avait pas fermé sa porte à clé, et donc il a pu rentrer chez lui. Donc il savait pas, mais les appartements ont exactement la même structure. Genre tous les apparts ont la chambre au même endroit, le salon au même endroit, etc. Bref, il est face à ce mec, et premier truc qu'il fait évidemment, c'est qu'il s'excuse et qu'il lui dit qu'il part et qu'il est vraiment désolé, qu'il s'est trompé d'appartement. Le gars en face, très cool, lui dit qu'il y a absolument aucun souci, que ça arrive de rentrer alcoolisé et de se foirer, et qu'il va lui préparer un petit café. Mathias à ce moment-là, il comprend pas trop parce qu'il se dit: bah attends, moi à la place de ce mec, j'aurais le seum. Il y a un inconnu qui vient de dormir chez moi, casse-toi. Mais au vu de la réaction du gars, il veut pas le vexer, il décide de prendre un café avec lui. Il précise que le moment était un peu cringe puisque bah ils se sont pas du tout parlé, c'était juste face à face en train de boire chacun un café, et qu'aussitôt le café terminé, il est vite monté à l'étage d'au-dessus pour rentrer chez lui. Le lendemain soir, une fois la gueule de bois bien derrière lui, Mathias il sort de son appartement pour descendre ses poubelles et il entend quelqu'un ouvrir la porte de l'appartement en dessous le sien, donc l'appartement dans lequel il a dormi par mégarde. Il décide de vite descendre pour reparler à ce gars-là et revenir sur ce qui s'est passé et une nouvelle fois lui présenter ses excuses parce que Mathias vit pas forcément bien le fait d'avoir dormi chez un inconnu sans son autorisation. Il arrive donc devant la porte du gars, il toque et là surprise, c'est pas un gars qui ouvre, c'est une fille. Mathias lui demande si son copain ou son colocataire est là parce qu'il aimerait lui parler, mais la fille qu'il est en face de lui répond qu'elle n'a ni copain ni colocataire puisqu'elle vit seule. Mathias ne comprend pas, il lui explique du coup les événements du fameux soir où il est rentré ivre-mort et il se souvient de la tasse dans laquelle il a bu le café, et c'est une tasse Starbucks verte. Il demande donc à la fille qu'il est en face de lui si elle a une tasse Starbucks verte. Après un petit silence, la fille claque tout simplement la porte au nez de Mathias. Bon, clairement elle a une tasse Starbucks verte et elle a compris que l'histoire dont parle Mathias a bel et bien eu lieu dans son appartement à elle. Plusieurs jours plus tard, Mathias reçoit un coup de fil de la police et il est convoqué au commissariat. Il y retrouve donc sa voisine du dessous et non pas son voisin, et au final il lui montre une photo de quelqu'un et lui demande si la personne qu'il a vue cette nuit-là et ce matin-là est la même que celle sur la photo. Et bingo, c'est exactement cette personne que Mathias a croisée. Et en fait, ce mec, c'était un gars très connu par les services de police du coin, puisqu'il avait déjà été arrêté plein de fois pour agression, violence et squat. Bref, le gars a donc été arrêté et Mathias n'a jamais eu de nouvelles. Et surtout, il comprend toujours pas pourquoi le gars lui a proposé un café. Ce culot, c'est incroyable. Merci Mathias pour ton histoire, elle est incroyable. Et j'espère que la fille qui était la vraie propriétaire de l'appartement s'est remise. Bref, histoire suivante. Les gars, pause. C'est la première fois que je tourne avec ce Chronek et je le trouve trop cool, je suis trop content. Voilà, je fais ma petite pub entre deux histoires. Oh, je suis terrible. Bref, on passe à l'histoire de Gabrielle. C'est son vrai nom parce qu'elle a 21 ans au moment où elle nous raconte son histoire et que ça lui est arrivé quand elle en avait 10. L'histoire qu'elle nous raconte s'est passée dans un petit village de campagne un peu paumé en Gironde. Cette année-là, il y a du monde chez Gabrielle puisqu'ils sont en train de fêter le réveillon. Et à la fin de la soirée, une fois tout le monde parti, Gabrielle et sa sœur sont allés se coucher. Autour d'une heure et demie du matin, Gabrielle est réveillée par ses chiens qui aboient. Elle explique qu'il n'y a pas de portail pour clôturer le terrain de sa maison et que du coup c'est méga fréquent qu'il y ait des chiens ou des chats qui passent sur le terrain et qui fassent donc aboyer les chiens de Gabrielle. Gabrielle, elle essaie de se rendormir, elle a l'habitude, sauf que là les aboiements persistent après 10 minutes. Elle décide alors de jeter un œil par la fenêtre et elle voit que l'éclairage extérieur est allumé. Mais sous la lumière, il y a personne, ni humain, ni animaux. Elle commence à s'endormir et d'un coup ses chiens se remettent à aboyer. Gabrielle se lève et s'apprête à descendre en bas pour engueuler ses chiens. Mais une fois debout, Gabrielle, elle entend des bruits de pas. Et plus précisément, des bruits de personnes qui courent
dans son allée. Elle se chie dessus, clairement, et elle décide donc de réveiller sa sœur et de lui poser cette fameuse question: t'entends les bruits de pas ou c'est moi qui me fais des films? Et malheureusement, sa sœur entend aussi les bruits de pas. Et après un court instant, c'est plus des bruits de pas qu'elles entendent, c'est des chuchotements. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. Elles sont certaines qu'il y a bel et bien quelqu'un en bas et qu'à en juger par les chuchotements, ils sont plusieurs. Elle et sa sœur décident donc de descendre le plus discrètement possible les escaliers pour atteindre la chambre de ses parents et de leur dire ce qui se passe. Arrivés en bas, à seulement quelques mètres de la porte de la chambre de leurs parents, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Gabriel et sa sœur sont figés et à l'autre bout du couloir, la porte de la chambre de leurs parents s'ouvre. Leur père est réveillé et leur demande en les voyant ce qu'elles font debout à cette heure-ci. Le père de Gabriel allume sa lampe torche et entrouvre la porte. L'inconnu qui toquait à leur porte est un homme habillé en blanc. Mais quelques mètres derrière lui, il y a deux autres personnes, une femme et un homme. L'homme qui vient toquer à la porte explique au père de Gabriel que sa voiture vient tomber en panne un peu plus haut dans les bois et que son ami derrière lui a bu beaucoup d'alcool et qu'il faut vite qu'il la ramène chez elle. Il lui demande donc s'il est disponible pour les ramener chez eux. Le père de Gabriel lui explique qu'il n'a pas le permis. Gros mytho. Et il leur donne la position de la cabine téléphonique fonctionnelle la plus proche. Sauf que l'inconnu met son pied dans l'ouverture et lui répond qu'ils ne connaissent absolument pas l'endroit et qu'ils ne vont certainement pas trouver la dite cabine. Le père de Gabriel comprend qu'il est dans la merde et l'homme qui était quelques mètres derrière l'inconnu, cette fois s'avance vers Gabriel et saisit le bras de son ami et lui dit qu'ils se débrouilleront et qu'il faut y aller. Ces trois personnes heureusement s'en vont et s'éloignent de la maison de Gabriel et une fois parti, le père de Gabriel, après avoir évidemment fermé la porte à quadruple tour, demande aux deux sœurs d'aller se coucher et leur explique que c'est fini, c'est bon. Le lendemain, les infos tombent et les infos expliquent que le corps d'un homme a été retrouvé à son domicile et qu'il avait été frappé à mort. Les voisins, en appelant la police, ont pu donner des détails puisqu'ils ont vu 3 personnes sortir de cette maison, dont une en tenue blanche. Donc en fait, le mec qui a toqué chez Gabriel ce soir-là, il venait de tuer quelqu'un et comme d'habitude, Gabriel, sa sœur et son père n'ont jamais compris pourquoi le mec était venu les voir cette nuit-là. Gabriel explique qu'elle a eu peur du coup chaque année au réveillon. Elle a eu peur de voir réapparaître ce mec-là en pleine nuit puisqu'elle a jamais eu la réponse à cette fameuse question du pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il comptait faire, est-ce que sa voiture elle était vraiment en panne, enfin il y a trop de questions. Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer à l'avant-dernière histoire de ce thread d'horreur, celle de Aline. Aline a 23 ans, elle habite en banlieue parisienne dans un groupe d'immeubles de 8 étages. Elle habite ici depuis 20 ans et les voisins changent régulièrement donc elle connaît pas tous ses voisins. Bref, tout commence un mois avant le confinement, en février 2020. Ce mois-là, Aline fait pas mal de soirées, elle rentre tard le soir et quand elle rentre et qu'elle monte les escaliers de son immeuble pour atteindre son appartement au premier étage, elle entend des coups venant d'un autre appartement. Ça la fait sourire mais une fois chez elle, elle entend plus les bruits, du coup elle s'en fiche un peu, elle sait même pas de quel appartement ça vient, bref elle s'en fout. Arrive le confinement, en mars dernier. Aline passe ses journées à la maison, son père travaille et rentre que certains soirs, tandis que sa mère, elle, est réquisitionnée en hôpital et donc ne rentre pas à la maison par mesure de sécurité. Elle est donc seule chez elle toute la journée et elle met une petite routine en place de se lever, manger, télétravail, manger, dormir. Mais les jours passent et elle se rend compte que ses voisins du dessus pendant la journée, ils courent dans l'appartement. Et ils courent précisément au-dessus de la chambre dans laquelle elle télétravaille. Bref, c'est méga chiant. Tous ceux qui sont en appart, on sait ce que c'est trop chiant. Ils font tellement de bruit qu'elle arrive plus à bosser, à être efficace, donc elle décide de monter les voir. Dans la cage d'escalier, les cris résonnent et elle se rend compte que ça vient pas de l'appartement au-dessus du sien, donc au 2e étage, mais que ça vient de l'appartement du 3e étage. Elle toque à la porte, elle tombe sur un père en train de jouer avec son fils et il lui présente évidemment ses excuses et lui dit qu'ils feront plus attention les prochains jours. Un mois plus tard, les bruits de pas continuent et ils sont encore plus forts qu'avant. Ça dure parfois jusqu'à 2h du matin et très souvent ça reprend même entre 3h et 5h du mat. Aline se met à faire des insomnies, elle est exténuée, c'est insupportable. Elle se dit forcément que son voisin du dessus, au 2e étage, s'en plaint, puisqu'il est dans l'appartement situé entre le sien et celui dans lequel les enfants jouent. Elle monte donc au 2e étage, elle toque, mais personne n'ouvre la porte. Elle retourne donc dans son appartement, et là, les jours passent, les semaines passent, et les bruits continuent. Sauf qu'après 3 semaines, elle n'en peut plus. Et elle décide une nuit, sur un coup de tête, de monter toquer à la porte de son voisin du 3e étage à 1h30 du matin. Aline arrive au 3e étage, et bizarrement, aucun bruit. Aucune voix, aucun cri, aucun pas, rien de tout ce qu'elle entendait 3 minutes plus tôt dans son appartement et qui l'a poussée à monter au 3e. Les nuits suivantes, il y a des bruits de meubles qui sont traînés sur le sol. Aline réalise que ces bruits-là viennent forcément du 2e étage, puisqu'elle pourrait pas entendre des bruits de meubles déplacés aussi distinctement si ça se passait dans l'appartement du 3e étage. Elle comprend alors que la journée, les bruits qu'elle entend, c'est bien les enfants du 3e étage, mais que la nuit, c'est pas eux. Et elle décide donc de monter discrètement au 2e étage pour être sûre et certaine que ça vient bel et bien de l'appartement de son voisin du dessus. Elle arrive au 2e étage, elle est dans le noir, accroupie en chaussettes, elle se concentre sur le moindre bruit qui pourrait venir de derrière la porte, mais rien, aucun bruit.
Elle se dit alors qu'elle est complètement parano et elle se demande ce qu'elle est en train de faire, accroupie dans cette cage d'escalier. Elle se relève donc pour partir et là bingo, elle entend des bruits de meubles qui se sont déplacés venant de son voisin du deuxième étage. Elle décide donc de retourner dans son appartement, mais en arrivant dans son couloir au premier étage, elle entend la porte de la cage d'escalier du deuxième étage s'ouvrir. Elle se dépêche alors de rentrer dans son appartement et verrouille sa porte d'entrée derrière elle. À ce moment-là, elle est terrifiée. Elle est convaincue que son voisin l'a surpris en train de l'espionner et qu'il en a après elle. Elle se dirige vers sa chambre pour prendre son portable et appeler son copain lorsque quelqu'un toque à la porte. Aline retourne vers sa porte d'entrée en étant la plus silencieuse possible et elle regarde dans l'œillet de sa porte. Et elle voit rien. Il fait tout noir. Mais d'un coup, elle entend quelqu'un toucher à sa serrure. Aline est terrifiée, elle veut être sûre que la personne ne puisse pas rentrer chez elle, donc elle saisit ses clés et les rentre dans la serrure. Et c'est là qu'elle entend des pas qui s'en vont et la porte de la cage d'escalier qui se ferme. En fait, quand elle a regardé dans l'œillet, il y avait bel et bien quelqu'un qui était à quelques centimètres d'elle de l'autre côté de la porte, sauf que la personne n'a pas allumé la lumière du couloir parce qu'elle ne voulait pas être vue. Aline reste en boule contre la porte, elle réfléchit un moment et elle se dit que le meilleur truc à faire dans cette situation, c'est d'aller dans sa chambre prendre son téléphone et d'appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Elle se dirige alors vers sa chambre lorsqu'elle entend un énorme bruit résonner. Quelqu'un vient de tomber sur du gravier. Aline reste immobile et elle réfléchit. Tous les appartements du premier étage sont communs à une grande terrasse. Et cette terrasse, elle est recouverte de gravier. Quelqu'un vient donc de sauter d'un étage supérieur et d'atterrir sur cette fameuse terrasse tout proche du salon d'Aline à en juger par le bruit que ça a fait. Aline prend son courage à deux mains et court jusqu'à sa chambre. Elle ferme la porte, prend son téléphone et le met dans sa poche. Elle ouvre la fenêtre et saute. Elle a mal aux chevilles à l'atterrissage mais tout va bien. Elle est donc dans la rue sur laquelle donne sa chambre et elle tape le sprint de sa vie. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée sous une voiture garée, le temps d'appeler la police et qu'ils arrivent sur les lieux. En arrivant, elle leur a expliqué la situation, ils ont décidé de l'emmener au commissariat pour prendre sa déposition et le lendemain, ils ont appelé le propriétaire de l'appartement du deuxième étage qui leur a expliqué que l'appartement n'était actuellement pas loué. La police a donc pu rentrer dans cet appartement et tout était en bordel. Tout était dégueulasse. En revanche, personne n'était là. Au moment où je vous raconte l'histoire d'Aline, ils savent toujours pas qui était là, sauf que le proprio, lui, a dit aux policiers être convaincu que la personne qui se trouvait là, c'était l'ancien babysitter de son enfant. Apparemment, le proprio, il avait licencié ce babysitter juste avant le confinement, et le gars l'avait menacé de fou. Et après l'avoir menacé, il avait refusé de lui rendre le double des clés, et le propriétaire a pas jugé nécessaire de changer la serrure, puisque plus personne ne vivait là. Bref, après cette nuit-là, Aline entendait toujours les enfants courir et crier la journée, par contre, il n'y a plus jamais eu de bruit la nuit. Et ben Aline, je vais dire un truc, t'as un courage incroyable. On en parle du saut là du premier étage. Aline, maintenant il faut faire du décathlon. C'est l'étape suivante. Allez, c'est le moment de la dernière histoire. La dernière histoire, elle va faire frissonner les parents là, ceux qui ont des enfants. Les autres, vous allez bader aussi, vous en faites pas, mais les parents, un poil plus. Cette histoire, c'est celle du père de la personne qui nous la raconte, Cynthia, père qu'on va appeler John. L'histoire a lieu au début des années 2000 et à cette époque, Cynthia a 7 ans et sa petite sœur en a 4. Cynthia et sa famille à cette époque-là, ils vivent dans un appartement au sein d'une résidence hyper familiale. L'ambiance est tellement clean que tous les enfants vont jouer ensemble au milieu de la résidence dans le parc sans surveillance. En gros, les parents, ils laissent juste leur fenêtre ouverte et s'ils entendent que ça crie un peu trop, ils vont à la fenêtre et ils disent à leurs enfants de se calmer. Cynthia est à l'école, sauf que sa petite sœur Roxane est malade et donc elle est restée à l'appartement. Et avec elle, son père qui a pris un jour de congé pour veiller sur elle. Apparemment, Roxane avait beaucoup de fièvre, elle était vraiment pas bien et elle avait très envie de voir un film. Sauf qu'on est au début des années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas YouTube, Netflix, tout ça, ça existe pas. À l'époque, si tu veux voir un film, il faut aller en louer un au vidéoclub. Il se demande s'il peut se permettre de laisser Roxane seule 2 minutes à peine, le temps juste de foncer au vidéoclub et de revenir. Et finalement, après avoir passé un coup de fil au magasin pour être sûr qu'ils avaient bien en stock le film que Roxane avait choisi de regarder, il décide de y aller. Il voit pas ce qui peut arriver à Roxane étant donné qu'elle est complètement clouée au lit et qu'en plus il y a le chien. C'est un chien énorme qui par conséquent est très dissuasif. Il assure donc la sécurité de l'appartement et des enfants. Bref, John sort de l'appartement, ferme la porte d'entrée, la verrouille, le tout après avoir bien entendu rappelé à Roxane de ne pas ouvrir à des inconnus. 3 minutes plus tard, John est de retour DVD en main dans le hall de l'immeuble et il entend des aboiements et des cris. En tournant dans le couloir, il voit sa porte d'entrée et il reste sans voix. Il voit un mec en train de lutter contre son chien et il constate aussi que Roxane est à l'intérieur de l'appartement, complètement tétanisée et en larmes. John ne réfléchit pas. Il fonce vers son appartement et il attrape son chien. Il vérifie immédiatement que le mec va bien, pensant que c'est juste un type qui passait devant son appartement et que Roxane avait ouvert par mégarde et que le chien s'était précipité pour agresser le gars. Il tire alors l'inconnu à l'intérieur de chez lui, dans l'idée de quelques minutes plus tard soigner ses blessures s'il en a. Mais avant ça, il prend le temps d'engueuler Roxane. Il lui explique qu'elle devait ouvrir à personne à part lui et maman, que le mec allongé par terre aurait pu mourir sous les crocs du chien et que donc ils auraient dû piquer le chien. Roxane est dans tous ses états, elle pleure et entre deux pleurs, elle dit à John que le monsieur a dit de l'autre côté de la porte, c'est papa. John comprend immédiatement la situation. Il regarde par terre, mais l'intrus n'est plus là.
il s'est déjà barré en courant. En fait, Roxane, elle a rien fait de mal. Elle a entendu quelqu'un toquer à la porte d'entrée pendant que son papa était au vidéoclub. Quelqu'un qui a toqué plusieurs fois, longtemps, avec beaucoup d'insistance. Et là, elle fait ce que n'importe quel enfant de 4 ans aurait fait à sa place. Elle demande qui c'est. Et la personne de l'autre côté de la porte, vous savez ce qu'elle a dit? C'est papa. Elle a à peine ouvert la porte que le mec l'a attrapé, sauf que le chien l'a attaqué. Bref, heureusement, le chien était là. Et surtout, heureusement, John n'a mis que 3 minutes à faire l'aller-retour au vidéoclub. Mais c'est un événement qui a vraiment marqué John. Et cette histoire, il l'a énormément racontée parce qu'il a jamais compris qui était cette personne. Et comment il a su qu'il y avait une petite fille dans cet appartement. Et comment il a su qu'à ce moment-là précis, elle était seule. Ça veut dire que ce mec les espionnait depuis déjà un bon moment pour savoir tout ça. Bref, le mec, bien entendu, n'est plus jamais revenu. Et surtout, John a mis en place un système de code avec ses enfants. C'est-à-dire qu'il s'était donné un mot de passe. Et si quelqu'un toquait mais ne donnait pas le mot de passe, alors la personne dans l'appartement avait interdiction de lui ouvrir. Et bien évidemment, il changeait très régulièrement le mot de passe. Et aujourd'hui, même presque 10 ans après le décès de ce chien, Roxane, Cynthia et John parlent régulièrement de lui parce qu'il a sauvé la vie de Roxane, tout simplement. La première histoire, celle de Anne et de sa copine Nadia, se passe en 2007. Ça remonte à il y a pas mal d'années et à cette époque-là, Anne vient d'avoir 15 ans. Elle vit seule avec sa maman dans une maison située dans un quartier plutôt tranquille. Mais la mère de Anne est toujours très vigilante et connaît un petit peu les dangers du monde qui nous entoure. Et comme elle doit partir en déplacement professionnel pour plusieurs jours, elle demande à sa fille Anne de dormir chez sa copine Nadia jusqu'à son retour. Sachant que sa copine Nadia habite dans la maison juste en face de la sienne, donc c'est très proche. Et d'ailleurs, Anne, elle a un peu le seum quand sa mère elle lui dit d'aller dormir chez une copine à elle parce qu'elle a l'impression que sa mère lui fait pas confiance ou qu'elle est pas assez grande pour rester chez elle seule alors qu'elle a quand même 15 ans. Ah, les petits complexes d'adolescent, tu connais. Mais très bon flair, la mère de Anne. Très bon flair. Bref, on est le dernier jour du séjour de Anne chez sa copine Nadia. Il est environ 23 h, tout se passe bien, les parents de Nadia leur ont commandé des pizzas. Et un peu plus tard, aux alentours de 22 h 30, les parents de Nadia décident d'aller chez des amis à eux qui habitent vraiment pas loin, à environ 10 minutes de route. Et donc Anne et Nadia se retrouvent seules pendant environ 1 heure dans la maison. Elles décident alors d'aller dans la chambre de Nadia, de découvrir le nouveau téléphone à clapper qu'a eu Anne pour son anniversaire. Et ça, croyez-moi, c'était stylé d'en avoir un à l'époque. Et puis rapidement, elles commencent à s'ennuyer puisqu'elles ont saigné la PS3, elles ont saigné la découverte du téléphone à clapper. Et là, elles se font chier. Mais elles ont une idée un peu drôle. Elles savent qu'il est trop tard pour qu'elles appellent un de leurs amis, mais elles savent aussi que la maman de Anne rentre le lendemain matin. Et que le premier truc qu'elle va faire en rentrant, c'est d'écouter la messagerie de leur téléphone fixe. Ah, 2007, hein, c'est une autre époque. Elles se mettent d'accord et leur plan, c'est de laisser un message vocal débile que la maman de Anne découvrirait en rentrant. Ça me fait un peu rire. Je trouve l'idée pas si nulle. Elles appellent donc le numéro du téléphone fixe de la maison de Anne. Normalement, il faut qu'il y ait 5 sonneries avant de pouvoir laisser un message. Sauf que là, au bout de 3 sonneries, il y a une voix qui dit bonsoir. Une voix que Anne décrit comme appartenant à un homme d'environ 60 ans qui aurait fumé 3 paquets de cigarettes par jour les 40 dernières années de sa vie. Anne et Nadia restent bouche bée, elles comprennent pas, elles s'attendaient à tout sauf à ça. Et puis la voix au bout du fil dit « Vous n'auriez pas dû appeler ». Avant de raccrocher. Anne et Nadia sont en panique. Nadia, évidemment, elle demande à Anne si elle sait qui était au bout du fil, si c'est peut-être le nouveau copain de sa maman, son frère, son oncle. Et puis elles ont évidemment le réflexe de vérifier si elles ont bien appelé le bon numéro de téléphone. Alors elles sortent l'annuaire, elles vérifient, et non, c'est bien le numéro de fixe de Anne. Ce qui veut dire qu'il y a bien en ce moment même, à 23 h passées, un homme dans la maison de Anne et qu'elle n'a aucune idée de qui ça peut être. Rassurez-vous, elles vont prendre la bonne décision, elles vont appeler immédiatement les parents de Nadia pour les prévenir, tout en courant partout dans la maison, à vérifier que toutes les portes sont bien verrouillées. Après 15 longues minutes d'attente, les parents de Nadia sont de retour et 20 minutes plus tard, c'est la police qui arrive à son tour dans la maison de Nadia. Elles expliquent aux policiers ce qui vient de se passer et les policiers décident évidemment d'aller enquêter dans la maison de Anne. Et en arrivant devant la maison, surprise, la porte d'entrée est grande ouverte et il n'y a aucun signe d'effraction. Évidemment, ce soir-là, la mère de Anne est rentrée en précipitation et les policiers ont eu beau chercher dans tout le quartier, dans le jardin, autour de la maison, dans la maison, ils n'ont rien trouvé. L'affaire a donc été classée sans suite et Anne et sa maman, malgré leurs faibles moyens financiers à l'époque, ont déménagé rapidement après cette histoire parce que Anne n'arrivait plus à dormir la nuit tellement ça la marquait. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que Anne, elle a des souvenirs d'un truc qui s'est passé ce jour-là à l'époque dont elle n'a jamais parlé, ni à sa mère, ni aux policiers, ni à Nadia, sa copine. En fait, à l'époque, ce jour-là, dans l'après-midi, Anne, elle est partie de chez Nadia pour aller chez elle chercher un cahier de dessin qu'elle voulait montrer à Nadia. Elle arrive chez elle, la porte était verrouillée, elle a des verrouilles, elle rentre et là, mauvais feeling. Il y a aucun signe d'effraction, aucun bruit, aucun objet qui n'est pas à sa place habituelle, mais elle a un mauvais feeling. Et elle a tellement un mauvais feeling qu'elle va pas dans sa chambre, elle préfère faire demi-tour et elle part de chez elle directement. Elle saurait pas expliquer pourquoi elle a fait ça ce jour-là, mais elle a vraiment pris peur de fou et à tel point qu'en arrivant chez Nadia, elle avait honte de ce qu'elle venait de faire. Elle a quand même 15 ans et elle se dit putain mais attends, je viens vraiment d'avoir peur parce que je suis seule chez moi, mais je suis qu'une merde. Sauf que non, son instinct avait totalement raison et il y avait très certainement ce mec qui était déjà dans la maison. Et c'est ça qui fait que cette histoire, elle l'a marquée, c'est qu'elle sait que ce jour-là, elle a failli être traumatisée bien plus fort en tombant sur un
un inconnu nez à nez seul chez elle, et elle est persuadée d'avoir bel et bien fermé la porte d'entrée à clé, et donc elle sait toujours pas comment ce mec a pu rentrer chez elle. Voilà, morale de l'histoire, ne fermez pas votre porte, ça ne sert à rien, les gens rentrent quand même. Excusez-moi, je me suis accordé une pause parce que l'autre là, la deuxième, j'aime pas du tout. C'est l'histoire de Yone. Oui, c'est un prénom coréen et c'est normal, ça se passe en Corée. À cette époque, Yone vit donc dans un complexe d'appartements à Séoul. Elle est mère au foyer, elle a une jeune fille de 6 ans et son mari travaille toute la journée. Ce jour-là, elle revient des courses qu'elle a faites avec sa fille. En arrivant dans son immeuble, elle appelle l'ascenseur et quand les portes s'ouvrent, elle tombe sur un mec qui porte un imperméable jaune et une casquette vraiment dressée vers le bas. Et en plus de ça, l'homme baisse lui-même la tête, ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas voir son visage. C'était pas qu'une histoire de style, c'était vraiment une envie d'être incognito. Elle rentre quand même dans l'ascenseur, mais elle a un instinct maternel et elle pousse sa fille à l'opposé de l'homme avec sa main. Elle appuie alors sur le numéro 12 puisqu'elle habite au 12e étage et elle se rend compte à ce moment-là que aucun autre numéro n'est allumé. Sauf que l'inconnu avec elle dans l'ascenseur n'est pas descendu au rez-de-chaussée. Elle décide alors de jeter discrètement des coups d'œil à l'inconnu et elle remarque qu'il tient quelque chose dans sa main enveloppé dans du papier journal. Yone comprend qu'elle est très probablement dans une situation très dangereuse et elle a un réflexe incroyable, elle prend son portable et elle fait semblant d'appeler son mari en faisant croire qu'il est à la maison, donc au 12e étage dans l'appartement. Sauf qu'en réalité, il est pas du tout à l'appartement son mari, il est au travail. Elle dit quand même à haute voix qu'elle est dans l'ascenseur, qu'elle va pas tarder à arriver devant la porte d'entrée et elle lui demande, fictivement, de venir lui ouvrir la porte et de l'aider à rentrer les courses dans l'appartement. Elle fait semblant de raccrocher et quelques secondes plus tard, l'ascenseur arrive enfin au 12e étage. Elle attrape sa fille, elle descend de l'ascenseur et elle marche aussi vite qu'elle peut vers la porte de son appartement. Elle fait donc semblant d'attendre que son mari lui ouvre la porte et du coin de l'œil, elle voit l'inconnu s'arrêter, puis faire demi-tour et retourner vers l'ascenseur. Et elle commence à taper le code pour ouvrir sa porte d'entrée. Problème, quand elle appuie sur le premier chiffre, ça fait un bruit. Et ce bruit, l'inconnu l'entend. Aussitôt, il comprend que personne n'est là pour venir ouvrir à Yone, que depuis le début, elle a totalement feinté la pseudo-présence de son mari dans l'appartement. L'inconnu se retourne et se met à courir vers Yone. Yone tape les chiffres du code à toute vitesse, la porte se déverrouille, elle jette sa fille à l'intérieur et elle claque la porte derrière elle alors que l'inconnu est à seulement quelques centimètres de la porte. L'inconnu n'a pas eu le temps de glisser son pied ou son arme dans l'ouverture de la porte pour l'empêcher de se fermer. Immédiatement, Yone regarde à travers l'œil de la porte et elle voit l'homme s'éloigner et prendre de nouveau la direction de l'ascenseur. Le soir, Yone explique évidemment ce qui s'est passé à son mari et heureusement, elle ne croise pas de nouveau cet homme au kawaii jaune. Et c'est 5 mois plus tard qu'elle découvre ce à quoi elle a échappé ce jour-là grâce à sa feinte légendaire du mari qui soi-disant l'attendait dans son appart. Elle passe devant un kiosque et la couverture du journal attire tout de suite son attention puisque c'est une photo d'un homme qui a un kawaii jaune. Et cet homme, il a exactement la même carrure que l'homme à qui elle a échappé ce jour-là en rentrant chez elle et qui vient d'être arrêté par la police pour avoir tué plusieurs femmes, majoritairement des prostituées. Yone, ce jour-là, elle a eu un sens de l'observation de dingue et ça lui a sauvé la vie. Tout simplement. Je serais mort 300 fois à la place de Yone. Pour la simple et bonne raison que j'aurais été sur mon téléphone. J'aurais rien capté à ce gars à côté de moi. Il m'aurait trucidé. Messieurs, dames, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire. Je sais, ça passe vite et vous êtes triste, mais il y aura d'autres threads d'horreur, vous en faites pas. D'ailleurs, je viens de mettre à jour la playlist threads d'horreur. Si vous êtes en manque, vous en avez forcément raté 2 ou 3. Allez piocher là-dedans et devrez avoir votre bonheur. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire de Max et Thèse. Max et Thèse, ce sont deux filles qui ont la vingtaine et qui ont soif de road trip. Elles en font chaque année et cette année-là, elles ont décidé de partir de New York, de zigzaguer à travers tous les États-Unis et d'arriver 6 semaines plus tard à Los Angeles. Max et Thèse, elles sont jeunes, elles ont pas trop de moyens et pour économiser une tonne d'argent, elles vont pas louer un énorme camping-car, elles vont tout simplement utiliser la berline de la maman de Thèse, berline qui est assez grande et qu'elles vont aménager pour l'occasion, pour que chacun ait sa petite couchette. Cette année-là, Max et Thèse, elles ont dormi dans plein d'endroits différents. Des parkings, des campings gratuits, des aires de repos. Elles expliquent que tout se passait merveilleusement bien, elles se sont pas senties une seule seconde en danger jusqu'à la dernière semaine de leur voyage en Arizona. Cette nuit-là, c'est une nuit qui était pas très différente de toutes celles qu'elles ont traversées jusqu'à présent. La particularité, c'est que ce camping-là, la ville la plus proche était assez loin. Mais bon, c'était le cas d'autres campings auxquels elles étaient déjà allées, donc ça les a pas plus fait flipper que ça. En arrivant sur les lieux, elles sont pas seules, il y a un camping-car qui est garé, et plus loin, il y a 2 voitures. Elles se garent assez proche du camping-car, et un homme en ouvre la porte. Thèse lui fait un signe de la main, elle est contente à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, sauf que l'homme reste immobile et la fixe. Elles comprennent tout de suite que c'est peut-être quelqu'un qui veut de l'intimité, et qu'elles ont peut-être pas été cool à se garer aussi proche du camping-car. Elles roulent alors un peu plus loin sur la route, et elles se garent sur un terrain plat, non loin des 2 autres voitures. Elles boivent quelques bières, elles prennent des photos, elles vivent
vivent leur meilleure vie de meilleurs potes, et Thèse remarque au loin qu'un peu plus bas dans cette zone de camping, il y a un feu de camp. À la recherche de nouvelles rencontres, elle décide d'y aller. Autour du feu de camp, il y a deux hommes, et c'est donc les deux propriétaires des voitures garées non loin de la voiture de Thèse et Max. Les deux hommes ont l'air sympas, ils sont eux aussi en train de discuter, du coup Max et Thèse s'assoient et commencent à discuter avec eux. Au fil de la discussion, Max et Thèse comprennent que l'un des deux est plutôt gêné. Et celui qui est gêné, et qui est d'ailleurs un peu plus vieux que l'autre, a l'air aussi d'avoir pris de la drogue. Mais il a pas l'air pour autant dangereux, au contraire, il a l'air très inoffensif et perché dans son monde. Du coup, elles vont essentiellement discuter avec le deuxième homme. Et ce deuxième homme, apparemment, c'est un ancien garde forestier. Il est décontracté, chill, bon mood, et pendant plusieurs heures, ils vont chacun échanger au sujet de leur voyage, de leur famille, de leur vision de la vie, etc. Et puis cet homme commence à parler de l'ours. Ouais, il leur dit que quelques heures plus tôt, il a aperçu un ours au loin qui faisait des tours autour de la zone de camping, et en vrai c'est un truc plutôt fréquent parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture, et donc des fois ils viennent gratter de la bouffe. Max et Thèse, elles badent un peu parce que souvent la nuit elles se lèvent pour aller aux toilettes, et donc elles ont tout sauf envie de se faire agresser par un ours en pleine nuit. Et d'un ton très sérieux, il leur explique que si elles sortent de leur voiture au beau milieu de la nuit, c'est pas que d'un ours dont elles devraient s'inquiéter. Ah bon? Elles sont pas très sereines, elles regardent le deuxième homme, heureusement il est toujours en plein trip et parfaitement inoffensif. Et puis l'ancien garde forestier se lève et va vers la glacière pour se prendre une nouvelle bière. À ce stade, on est dans la forêt, il fait une nuit noire, et donc tout ce qui n'est pas très proche du feu de camp est plongé dans l'obscurité et n'est pas visible. Et c'est le cas de la glacière. Max et Tess regardent quand même en direction de vers là où il est parti, et après plusieurs secondes de noir, elle voit un point rouge apparaître. Le ranger est dans l'obscurité, à quelques mètres d'elle, et il vient apparemment de prendre une photo d'elle. Elle reste bouche bée parce que généralement avant de prendre des gens en photo, tu leur demandes. Et puis il vient se rasseoir avec elle près du feu, comme si c'était rien passé. Max et Thèse immédiatement ne sont pas du tout rassurées. Elles se lèvent, elles expliquent aux deux hommes qu'il est tard et qu'elles doivent y aller. Le vieil homme, toujours dans son trip, leur souhaite bonne nuit. L'ancien ranger, lui, les regarde avec un sourire aux lèvres et leur dit de faire attention, parce que là-bas, dans les bois, il y a plus que des ours. Immédiatement, elle se demande pourquoi il les a prises en photo. Surtout sans dire un mot, sans demander, sans rien, c'est super bizarre. Et Max se souvient qu'elle a vu un documentaire sur les tueurs en série et que certains d'entre eux parfois avertissent leurs victimes. Malgré l'obscurité, elle retrouve leur voiture, elle rentre à l'intérieur. Max démarre alors la voiture et allume les phares, prend la direction du chemin de terre qu'elles ont emprunté pour arriver au camping, et en regardant dans son rétroviseur, elle voit le ranger, debout sur le chemin de terre, marchant vers elle en souriant, avant de le voir disparaître dans l'obscurité à cause de la distance. Cette nuit-là, elles ont roulé 1h30 de plus que prévu, avant de trouver un endroit où se garer et de dormir dans la voiture. Et surtout, elles ont fait la première et dernière rencontre vraiment badante de leur périple, avec ce fameux ancien ranger qui apparemment leur voulait pas que du bien. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que avant ce switch, elles ont parlé avec lui pendant 2-3 heures, et le mec était cool, bon délire, sympa, c'était chouette quoi. Elles ont réalisé d'un coup qu'elles étaient pas du tout en sécurité, alors qu'elles ont été très sereines pendant 2 heures avant ça quoi. La première, c'est l'histoire de Lydia, et c'est une grande première dans l'histoire des threads d'horreur. Ça se passe sous l'eau. Tous ceux qui ont la thalassophobie comme moi actuellement, on est mal. Lydia vient des Caraïbes, et là-bas, entre Noël et le Nouvel An, on fait tranquillement de la plongée. Sa famille et elle avaient donc prévu plusieurs sessions de plongée, et elle précise que sa famille sont des plongeurs bien plus expérimentés qu'elle, et ils ont même passé leur niveau de plongée, ça veut dire qu'ils peuvent aller plus profond qu'elle, à des profondeurs où du coup quand tu remontes, tu dois attendre à des paliers de décompression. Tout ça vous le savez parce que vous avez vu cette vidéo. Ah, tu l'as pas vu. Lydia, elle, c'est plutôt une plongeuse occasionnelle, elle aime bien ça, mais elle est pas spécialiste. Alors un jour, elle décide de faire un petit cours privé avec un instructeur pour prendre en niveau et pouvoir ensuite faire des plongées plus profondes, y compris avec sa famille. Sur le bateau de Lydia, il y a que des débutants, c'est même elle la plus expérimentée du bateau, et ils s'apprêtent à plonger dans un récif de corail sublime. Bref, tu connais les Caraïbes. Il y a le petit briefing de sécurité, tout le monde comprend bien les règles. Dans le briefing, évidemment, il est indiqué comment communiquer sous l'eau, à savoir via des signes, donc on apprend quel signe correspond à quoi. Et puis tout le monde commence tranquillement à descendre à 12 mètres. Tout se passe merveilleusement bien, mais faut quand même noter quelque chose, c'est que ce jour-là, c'est une journée venteuse et il y a une forte houle. Alors c'est moins relou quand t'es sous l'eau que quand t'es à la surface, mais du coup quand t'es sous l'eau, il y a quand même beaucoup plus de courant. Donc pour nager, tu dois faire plus d'efforts et donc tu consommes plus d'oxygène. Après 30 minutes, Lydia commence à être faible en niveau d'oxygène et elle fait donc signe à son instructeur qu'elle s'apprête à remonter. Alors rassurez-vous, son niveau d'oxygène est loin d'être critique, mais en plongée, on est très prudent et on s'y prend vachement en avance. Elle s'apprête donc à remonter, mais elle aperçoit au loin un jeune homme nager vers elle. Ce jeune homme, c'est ni l'instructeur, ni un camarade du cours, mais il a un équipement complet de plongée, donc des bouteilles, un masque, une combinaison, comme tous les élèves du groupe. Arrivé à côté de Lydia, le jeune homme lui fait le signe que tu dois faire quand tu n'as plus d'oxygène. Lydia tend donc son appareil de rechange à ce jeune homme, et à partir de là, puisqu'ils sont maintenant 2 à respirer dans les bouteilles de Lydia, le niveau d'oxygène restant descend 2 fois plus vite. Lydia attend que le jeune homme se calme parce qu'il avait l'air quand même en panique, et puis elle lui fait signe d'aller voir l'instructeur, qui est probablement beaucoup plus qualifié qu'elle, pour lui porter assistance. Mais le jeune homme fait non avec la tête et il lui fait signe d'entamer sa remontée. Et puis aussitôt, il se met à remonter et à tirer donc Lydia avec lui.
Lydia comprend pas trop ce qui se passe puisque ça aurait pris que 20 secondes d'aller prévenir l'instructeur que la panne d'air était proche et qu'elle était en train d'aider ce jeune homme. Mais elle est en train de remonter malgré elle à la surface avec ce mec et puis en tournant la tête, elle voit que son instructeur nage vers elle. Ça y est, il l'a repéré. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme inconnu lâche Lydia, se remet à utiliser son propre équipement de plongée et se met à nager à toute vitesse au loin. Lydia ne comprend pas, mais son instructeur est maintenant à ses côtés et l'accompagne dans son ascension vers la surface. Arrivée sur le bateau, Lydia est un peu choquée de ce qui vient de se passer et donc elle demande à son instructeur qui était ce mec. Et son instructeur lui répond que c'était probablement un mec qui a perdu son groupe de plongée et qui avait besoin juste d'un peu de temps pour se calmer. Bref, incident un peu bizarre et le lendemain, Lydia retourne donc plonger, cette fois avec sa famille et aussi une instructrice, Charlie. Et elle va immédiatement ce jour-là parler à Charlie des incidents de la veille. Charlie demande à Lydia de lui décrire cet homme et elle lui dit reconnaître cette description puisqu'il s'agit de celle de Marvin, un mec qui bosse dans un restaurant de la ville et qui sur ses jours de congé va tout le temps faire de la plongée puisqu'il aimerait devenir instructeur. Ce jour-là, Charlie a même mangé à ce restaurant le midi et elle a vu Marvin. Il est donc en vie, tout va bien, il a pu remonter à la surface la veille et notre amie Lydia est donc rassurée. Les jours passent, les plongées passent, tout se passe bien, Lydia commence à prendre en niveau et durant toutes ces plongées, Lydia elle a pas recroisé Marvin sous l'eau, sauf le dernier jour. Ce jour-là, c'est le dernier jour de plongée et donc ils ont planifié un sacré truc pour l'occasion. Ils vont plonger dans une épave. L'épave est située à 30 mètres de profondeur, donc c'est une profondeur assez importante. On est donc sur une plongée beaucoup plus technique que celle auquel Lydia est habituée puisqu'il y a des paliers de décompression. Encore une fois, si vous avez vu cette vidéo, vous comprenez tout ce que je dis. Bref, ils descendent à 30 mètres, ils sont impressionnés par l'épave qui se trouve devant eux. Lydia croise 2 fois l'instructeur, les 2 fois il lui demande si tout va bien et elle lui fait signe que oui. Et c'est peu de temps après qu'elle aperçoit au loin Marvin nager vers elle. À ce moment précis, Lydia est à 25 mètres de profondeur. Elle est donc encore en dessous son arrêt de décompression obligatoire si elle veut revenir à la surface. En voyant Marvin, elle est un peu surprise, et puis après quelques secondes, il attrape le bras de Lydia et commence à la tirer vers le haut. Lydia ne comprend pas ce qui se passe, elle est tétanisée, et puis elle se met à s'agiter dans tous les sens en espérant que son père ou que ses sœurs, qui sont plusieurs mètres en dessous d'elle à ce moment-là, lèvent la tête et comprennent ce qui se passe. Et lorsqu'elle s'apprête à dépasser son palier de décompression, elle sent une main lui attraper la cheville, et cette main c'est celle de son père. Il la tire alors vers le bas pour qu'elle s'éloigne le plus possible de son palier de décompression. Et face à ça, Marvin lâche Lydia et nage au loin à toute vitesse. De retour à la surface, Lydia est traumatisée, elle est en pleurs, elle comprend pas ce qui vient de se passer, elle comprend pas pourquoi Marvin a eu ce comportement-là, mais elle va obtenir les réponses à ses questions le lendemain. Car le lendemain, elle passe une dernière fois au bureau du club de plongée parce que ses sœurs doivent récupérer leur diplôme. En arrivant au bureau, elle tombe sur Charlie, la deuxième instructrice qui lui avait expliqué que l'inconnu était Marvin qui travaillait au restaurant. Elle lui raconte les événements, mais Charlie ne comprend pas puisque la veille, elle était au restaurant où travaille Marvin, et Marvin était là. En fait, Lydia, c'est pas Marvin qu'elle a croisé sous l'eau, c'est un parfait inconnu, que les instructeurs ne connaissaient pas et qui n'appartenait à aucun groupe de plongée de l'île. Elle comprend donc qu'en fait ce mec, il a un kiff quand il plonge, c'est d'aller voir des novices et d'essayer de les buter. Tout simplement, soit en les forçant à ne pas respecter leur palier de décompression, soit en tirant sur leur oxygène pour entraîner une panne d'air. Elle a donc rapporté tout ça à la police, sauf que c'est quand même sacrément improbable et elle a plus jamais revu cet inconnu qui peut-être s'en est pris à d'autres plongeurs novices de la même manière. Alors cette histoire, je l'aime bien parce que sur Terre, il se passe des trucs relous, mais sous l'eau tu n'es pas tranquille non plus. Je suis désolé, mais ayant peur en milieu sous-marin, cette histoire elle me terrifie. J'ai fait de la plongée plusieurs fois et mon gars, si ça m'était arrivé, mais je crois j'aurais fait une crise cardiaque sous l'eau. Mais vraiment. Bref, passons à la deuxième histoire et cette fois ça se passe sur la terre ferme. Et cette histoire c'est celle de Claudia. Claudia a 16 ans au moment où elle raconte les faits, mais l'histoire a eu lieu 4 ans avant, quand elle en avait 12. L'amie dont elle va parler dans cette histoire a 2 ans de plus qu'elle, donc à l'époque elle avait 14 ans. Et cette amie, elle s'appelle Sally. Elle prend le temps de préciser qu'à cet âge-là, 2 ans d'écart c'est quand même beaucoup. Ça donne quelqu'un qui est en 4ème au collège et qui est ami avec quelqu'un qui est en seconde au lycée. C'est plutôt rare de voir ça en réalité, mais elles sont copines. On est vendredi, c'est le début de la soirée, tout se passe bien, tout est ordinaire, comme tous les vendredis qu'elles ont passé ensemble auparavant. Et comme très souvent, elles sont toutes les deux chez Sally. Ce soir-là, Claudia et Sally regardent Hunger Games, et puis après le film, elles traînent dans la chambre de Sally. Elles mettent de la musique, elles s'amusent à se préparer, à se make-upper, etc. comme si elles allaient aller à une soirée. Bref, elles imitent les grandes. Et c'est là que tout va partir en vrille. Il faut savoir que Sally, c'est pas vraiment une influence positive. Elle est décrite par Claudia comme étant une manipulatrice et comme la rabaissant très souvent pour elle se mettre en avant. Classique truc du collège ou de Twitter. Et parmi ses défauts, elle avait entre autres le vilain fait de parler à des hommes beaucoup plus âgés qu'elle sur des sites de rencontres et de mentir sur son âge à elle. Ce soir-là, elle montre à Claudia quelques textos qu'elle a eu avec un inconnu et il y a un truc qui l'interpelle dans les échanges, c'est que le mec en face fait
Tout pour rencontrer Sally. Ce mec aurait, d'après ce qu'il dit dans les messages, 19 ans et il serait grand, blond et aux yeux bleus. Waouh! On est dans un Disney. Après avoir lu les messages, Claudia demande donc à Sally si elle a une photo de lui. Bonne nouvelle, Sally en a une, sauf que l'homme qui est sur la photo n'a clairement pas 19 ans. Il a plus 40 ans. Bref, les heures passent et Sally reçoit un appel de cet homme. Elle le met sur haut-parleur pour que Claudia puisse entendre et l'homme va lui dire qu'elle est vraiment belle et qu'il aimerait qu'ils se rencontrent. Sally, elle va lui dire la vérité. Elle va lui dire écoute, je suis avec une pote, là, tranquille, on passe une petite soirée pyjama, on se régale. Et ça va intriguer l'inconnu au bout du fil. Il va donc proposer à Sally de venir avec son ami. Tiens, plus on est de fous, plus on rigole. Le plan est donc le suivant. Sally veut que elle et Claudia fassent le mur et se rendent furtivement là où l'homme leur a demandé, à savoir sur le parking désert d'un McDo. C'est pas ouf comme plan de soirée pour être honnête. Claudia évidemment elle veut vraiment pas y aller, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, sauf qu'elle voit bien que Sally va y aller quoi qu'il arrive, donc elle va décider de l'accompagner au cas où les choses tourneraient mal. Mais elle a tellement un mauvais pressentiment qu'elle va cacher un couteau de cuisine dans son soutien-gorge. Juste au cas où. Sympa l'ambiance de ce rendez-vous. Bref, elles partent en douce de la maison, elles ont leur téléphone avec elles. Sur le chemin, il y a peu de lampadaires, donc elles sont déjà en flip avant même d'arriver sur le parking. Et en arrivant sur le parking, une voiture est garée. Une Toyota Corolla 2000 noire. Et il y a déjà un hic, il y a plusieurs personnes dans cette voiture. L'homme de la photo ouvre la porte du siège passager et sort de la voiture. Étant à quelques mètres de la voiture, il leur demande de s'approcher de lui. Claudia allume le flash de son téléphone pour mieux voir. Et grâce à son flash, elle voit que le mec face à elle est complètement sous drogue. Il a les yeux plus que globuleux et surtout il est nerveux. Il arrête pas de trembler. Il s'approche alors de nos deux amis et tout de suite il attrape le bras de Sally. Immédiatement, Claudia dégaine le couteau qu'elle a dans son soutien-gorge. Et face à ça, les amis du mec sortent tous de la voiture. Ils vont essayer de calmer le jeu en leur proposant de monter dans la voiture dans laquelle ils auraient apparemment de l'alcool et de la drogue. Claudia, elle trouve ça pas cool du tout. Elle a son téléphone dans la main, elle leur dit qu'elle est prête à appeler la police. Sur ces mots, l'inconnu de la photo lâche le bras de Sally et cette fois c'est Claudia qui attrape le bras de Sally et qui part en courant avec elle. Elles arrivent saines et sauves à la maison familiale et immédiatement Sally prend son téléphone et supprime le mec de tous ses réseaux. Elle passe la nuit à regarder aux fenêtres et elles font bien puisqu'elles vont apercevoir à de multiples reprises une Toyota Corolla 2000 noire rodée. Le jour se lève, elles n'ont pas dormi de la nuit. Claudia rentre chez elle. Et c'est tout. Elles en ont jamais parlé à leurs parents. Et le lendemain, Sally a reproché à Claudia de lui avoir gâché sa soirée. Et du coup, elles se sont plus parlé pendant 3 ans. Heureusement, le hasard fait que Sally a déménagé quelques mois plus tard. Mais Claudia, elle a jamais eu aussi peur que ce soir-là. Et l'injustice fait qu'elle a perdu sa meilleure pote pour lui avoir sauvé la vie. Génial! N'allez pas à des rendez-vous avec des inconnus. Des inconnus qui ont 20 ans alors que vous en avez 14. Ça suffit! Ça, c'est un truc qui est ouf quand t'es jeune. Il y a un effet horrible, c'est que t'idolâtres vachement les gens plus vieux et tu baisses vachement ta garde face à eux. Sauf qu'en fait, plus un mec ou une meuf âgée s'intéresse à toi qui est très jeune, là attends 12 et 14 ans c'est méga jeune, plus c'est très mauvais signe en fait, il y a même pas de débat. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre quelqu'un comme Claudia qui a été sensibilisé à ça et quelqu'un comme Sally qui l'a pas spécialement été, et c'est terrible en fait. Donc voilà, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, déjà c'est trop creepy pour vous. Qu'est-ce que vous faites là? Allez plutôt voir cette vidéo. Et ensuite faites gaffe, prenez soin de vous. Messieurs, dames, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Horrible! C'est celle de Clarisse, et autant vous dire que cette histoire, je la trouve affreuse parce que nous les mecs, c'est un secret pour personne, on a de la chance sur ça. On encourt beaucoup moins de danger. Mais sachez que même en étant un mec, il y a des situations comme ça où j'ai peur, donc j'imagine même pas si j'étais une meuf. Clarisse, elle est pas française, elle vit aux États-Unis, à Portland précisément, et l'histoire qu'elle raconte a eu lieu en 2018. Bref, ce soir-là, Clarisse est de sortie, elle est avec des amis dans un bar, ils dansent et ils se mettent une giga caisse. En fait, à l'époque, elle a compris qu'elle pouvait faire des économies en ne mangeant pas avant d'aller à une soirée, parce que du coup elle pouvait se mettre une méga caisse en buvant beaucoup moins d'alcool. Ah, Clarisse, elle va en soirée pour en découdre. Ce soir-là, elle est tellement ivre qu'à la fin de la soirée, elle se souvient à peine d'avoir demandé à son ami de lui appeler un Uber. Bref, ses amis l'amènent jusqu'à la voiture, lui souhaitent une bonne nuit et leurs chemins se séparent. Quelques minutes après le début du trajet, le conducteur demande à Clarisse comment s'est passée sa soirée et lui demande aussi si elle fume. Alors comme moi, vous comprenez tous, enfin sauf les chauffeurs du coup, que quand t'es dans cet état, t'as envie de tout sauf de parler au conducteur. Tu veux parler à ton lit et à personne d'autre. Du coup, elle esquive la discussion. Quelques minutes plus tard, Clarisse est surprise parce que le conducteur lui tend un joint. Au calme. Clarisse comprend pas et elle lui dit « Écoute, je veux juste rentrer chez moi et dormir. » Et le chauffeur lui répond que c'est un joint à base d'indica et que l'indica ça permet de bien dormir. Encore une fois, Clarisse elle est dans cette situation relou où tu sais pas trop quoi répondre parce que t'as peur d'énerver le mec, donc tu dis ni oui ni non, juste esquive. Mais ton esquive elle est perçue par le mec comme un « Merci pour le joint, je vais tirer dessus dans un instant. » Le chauffeur va donc lui dire « Bon, pas de soucis si tu veux fumer, mais par contre je dois annuler la course parce que je peux pas te donner le joint tant que je suis en course. » Ça n'a aucun sens. Et Clarisse elle est bourrée mais elle comprend direct que ça n'a aucun sens. Et au moment où elle s'approche
s'apprête à dire quelque chose, elle voit qu'il vient d'annuler la course et qu'il vient de se garer. Aux alentours, c'est que des parkings, vides, un atelier de carrosserie fermé, bref, il y a personne à la ronde. Le chauffeur va donc allumer ce joint, et à chaque fois qu'il le tend à Clarisse, elle le prend et elle fait semblant de tirer dessus, elle crapote, dans le but de pas l'énerver et de provoquer aucune réaction incontrôlée de sa part. Bref, il y a un grand silence dans la voiture, Clarisse relève les yeux vers le rétroviseur, et elle croise le regard du chauffeur qui est en train de la fixer. Chauffeur qui lui dit « On est bien ici ». Clarisse lui dit que c'était cool, mais qu'elle va appeler un autre Uber pour rentrer chez elle. Mais le chauffeur lui dit « Non, t'inquiète, j'ai toujours ton adresse, je vais te ramener ». Clarisse relativise, elle se dit peut-être qu'elle se fait des films, que le chauffeur c'est peut-être juste un gros fumeur de weed chill, et qu'elle réagit de manière excessive. Non, Clarisse, tu n'as rien fait de mal. Un chauffeur n'est pas censé s'arrêter, annuler la course et fumer un joint avec toi. C'est pas ta faute là. Bref, la voiture démarre et le trajet reprend. À l'époque, Clarisse, elle vit dans un campus qui est situé au sud-ouest du centre-ville. Sur la gauche, il y a plein de ponts qui permettent de passer au-dessus de la rivière et de rejoindre le centre-ville, et donc le sud-ouest du centre-ville, mais la voiture passe à côté de tous ces ponts et n'en emprunte aucun. C'est la 4e sortie que la voiture aurait dû emprunter pour se rendre au centre-ville, mais la voiture continue de rouler vers le nord. Et autre détail qui a son importance, au nord-est du centre-ville, c'est que des zones désaffectées. En gros, que des endroits isolés où il y a personne. Clarisse, elle comprend que là, c'est vraiment chaud, et elle prend son élan et elle dit au chauffeur que son petit ami l'attend à la maison. Face à ça, le chauffeur ne dit rien, mais il fait demi-tour, et il prend une sortie qui mène au centre-ville. À partir de là, il y a de longues minutes qui vont s'écouler sans qu'aucun des deux ne s'échange le moindre mot, mais Clarisse, elle est loin d'être sereine et elle a la main sur la poignée de la porte, et elle raconte qu'à chaque feu rouge, elle est prête à l'ouvrir et à partir en courant. Finalement, la voiture arrive à 2 pâtés de maison de l'appartement de Clarisse, elle lui met la classique au douille du « arrêtez-vous là, c'est plus simple parce qu'elle veut juste pas qu'il voit où elle habite », et il lui répond pas, mais il s'arrête. Clarisse est soulagée, elle a même un sourire aux lèvres, alors elle appuie sur le bouton de la porte pour sortir, mais la porte s'ouvre pas. Elle soulève alors le petit truc manuel là de verrouillage, mais il bouge pas. La porte est bel et bien verrouillée. Et en levant la tête, elle voit le chauffeur qui a la tête complètement tournée vers elle et qui lui sourit. Elle explique que c'est le pire sourire qu'elle a jamais vu de sa vie, que le mec était vraiment en train d'apprécier en fait, de lui faire peur. Et immédiatement Clarisse fond en larmes et le supplie d'ouvrir la porte. Et après quelques secondes, le chauffeur déverrouille la porte. Clarisse sort de la voiture, court jusqu'à chez elle, et en arrivant dans son appartement, elle s'aperçoit que son petit ami n'était pas là, puisqu'il était en fait sorti avec des amis à lui au dernier moment. En fait, ce soir-là, personne n'attendait Clarisse, et personne n'aurait eu aucun signe qu'il lui était arrivé malheur avant un bon moment. La nuit passée, en se réveillant le lendemain, Clarisse, elle réalise toujours pas en fait, elle comprend toujours pas si c'est elle qui en a fait des caisses, et que le mec était totalement inoffensif, ou si il représentait vraiment un danger. Et quoi qu'il en soit, Clarisse, ton chauffeur n'a pas à faire ça. Qu'il représente un danger ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, s'arrêter sur un parking et te forcer à tirer sur un joint, c'est pas normal, et ça me rend fou dans les histoires comme ça où en fait les gens vivent des trucs horribles, ils sont des victimes dans leurs histoires clairement, et ils remettent tout le temps en doute le fait d'être une victime, ils pensent tout le temps que peut-être qu'ils se sont imaginés des choses, peut-être que c'est pas eux. Non, ne reniez pas les faits. T'as encouru un danger, Clarisse, t'as super bien agi. Bravo Clarisse, voilà. La première histoire est pas celle d'une personne, mais d'un couple. Constance et Julien. C'est une histoire qui leur est arrivée en 2012 et j'espère qu'ils sont encore ensemble, voilà, ça me ferait chaud au cœur. À l'époque, Constance a 20 ans, on est mercredi soir et elle décide d'aller au restaurant avec son petit ami. Il décide d'aller à un restaurant qui est à moins de 5 minutes en voiture de l'appartement de Julien. C'est un restaurant qui est situé dans une ville universitaire mais qui est pas assez près du campus pour attirer beaucoup de monde. Et ce soir-là, il pleut, donc le peu d'étudiants qui auraient pu aller là-bas n'iront pas parce que pluie égale flemme. Et Constance et Julien, ça, ils en sont ravis parce qu'ils adorent les endroits calmes où il n'y a pas beaucoup de monde, voire personne. Alors ni une, ni deux, ça fait longtemps ça que vous l'avez pas entendu, ils prennent la voiture et ils y vont. Le restaurant est tout à fait normal, c'est une chaîne en plus de ça, ce qui est assez rassurant. Et ce jour-là, il y a une promo. Aujourd'hui, nous vous offrons une tarte si vous dépensez plus de 20 $. Et vous connaissez le pouvoir du marketing, même si t'en voulais pas de cette tarte, tu la prends. Ils arrivent sur place aux alentours de 21 h et ils sont pas sûrs que le service soit encore ouvert, enfin peut-être que les cuisines sont fermées. Ils demandent donc à la première serveuse qu'ils aperçoivent et elle leur répond que si, les cuisines ferment à minuit. Dans ce restaurant, il y a qu'une seule serveuse, c'est elle. Et quand elle est venue vers eux pour prendre leur commande, elle s'est présentée comme s'appelant Sally. Et à partir de là, changement d'ambiance, Constance, elle aime pas trop Sally. Et la manière dont elle a dit son nom donne l'impression à Constance qu'elle a menti sur son nom. Bon, quand bien même elle a menti, on s'en fout, c'est une serveuse, si elle a pas envie de te donner son vrai nom, quel est le problème? Bref, les minutes passent, Julien et Constance discutent tranquillement, et Constance est quand même un peu sur ses gardes. Peu de temps après, Sally vient leur donner leur plat, et là elle va faire un peu la discussion, Sally. Oh, je vous ai jamais vu avant, vous êtes nouveau? Vous venez du campus qui est pas loin d'ici? Alors faut comprendre qu'en France, c'est plutôt rare qu'un serveur ou une serveuse tape à ce point la discussion, mais aux États-Unis, dans leur culture, ils ont le pourboire, et ça peut représenter à la fin du mois un énorme pourcentage des revenus des serveurs, voire la part principale de leurs revenus. Donc du coup, il y a plein de serveurs et serveuses qui vont discuter plus que la normale pour essayer de créer du lien dans le but d'obtenir un pourboire quand tu pars. En plus, ce soir-là, il n'y a pas d'autres clients, il n'y a pas d'autres serveurs, elle est seule en salle, elle doit probablement bien se faire chier, c'est pour ça qu'elle veut discuter un peu. Constance et Julien finissent leur plat tranquillement, et devinez quoi? Ils ont accès à la tarte gratuite! Sally prend donc leur commande de tarte gratuite, et puis elle leur dit: ce soir, il pleut énormément. C'est très dangereux de conduire avec un temps pareil. Si j'étais vous, je resterais un peu plus longtemps ici.
Évidemment, Constance n'aime pas trop ça. Depuis le début, elle a un feeling bizarre avec Sally. Et que Sally veuille les retenir ici, c'est pas normal à ses yeux. Bref, quelques minutes plus tard, Sally leur amène 2 parts de tarte. Alors, mauvaise surprise, d'après Constance, la tarte a un goût ignoble. Constance en prend quand même quelques bouchées, elle sait même pas pourquoi. Moi, j'aimerais lui dire que c'est parce que la tarte est gratuite, donc forcément, t'as envie de taper dedans. Et puis, en tournant la tête, elle croise le regard de la serveuse qui est située à l'arrière du restaurant, aux côtés d'un homme. Et ces 2 personnes, en se rendant compte que Constance les regarde, arrêtent de la fixer et rentrent dans la cuisine. Et c'est là que Constance se dit, soit je suis en train de faire le plus gros coup de paranoïa de toute ma vie, soit il se passe vraiment un truc bizarre dans ce restaurant, et j'ai un putain d'instinct, et il faut que je me casse maintenant. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle regarde Julien et elle lui dit, on part maintenant. Julien, gros beau gosse, en voyant que Constance elle est en full stress, il pose aucune question. Il se lève, il met un billet de 50 $ sur la table, prend Constance par le bras et ils partent. Ils arrivent dans leur voiture, ils démarrent, ils commencent à prendre la route. Et plus le temps passe, plus ils se mettent à rigoler de la situation en se disant putain, on a réagi de manière très excessive là. On est peut-être un peu tendu en ce moment. Peut-être que le mec à côté de Sally nous regardait mal parce que c'est le cuistot et qu'il était saoulé de devoir rester au restaurant à cause de seulement 2 clients. Et peut-être qu'elle a juste tout donné pour avoir un pourboire et qu'elle était pas méchante du tout. Bref, les deux sont un peu cons d'avoir jugé si vite les 2 personnes sans se dire que peut-être les apparences sont trompeuses et que peut-être qu'au fond ils se faisaient des idées. Et là, blackout. Constance se souvient de rire de la situation avec Julien dans la voiture et la seconde d'après, elle se souvient s'être réveillée en frissonnant dans son lit dans son appartement. Tout ce qui s'est passé entre les deux, elle l'a complètement oublié. À son réveil, elle voit son petit ami allongé dans le lit, complètement habillé et trempé. Constance précise que un blackout, ça ne lui est jamais arrivé, ni à elle, ni à Julien, et que ce soir-là, ils avaient même pas bu une goutte d'alcool. Et détail qui a son importance, souvenez-vous, le restaurant est à seulement 5 minutes de voiture de chez Julien. Ça veut dire que s'ils étaient restés 2 minutes de plus dans ce restaurant, c'est là-bas qu'ils se seraient évanouis. Et où ils se seraient réveillés, ça on n'en sait rien. Ils en sont donc arrivés à la conclusion suivante, il y avait quelque chose dans cette tarte qui a été volontairement mis ici pour qu'ils s'évanouissent, peut-être du GHB, peut-être une autre drogue, peut-être une autre saloperie. Mais heureusement, Constance a eu de l'instinct et c'est en voiture que le blackout a commencé et pas dans le restaurant. Alors les gars, en soirée, en boîte, en club, en tout ce que vous voulez, en public, on a des inconnus, faut faire hyper gaffe à votre verre pour que personne n'y glisse quoi que ce soit. Mais putain, s'il faut se méfier d'une tarte au restaurant, où est-ce qu'on va là? Aussi, Constance, le lendemain, elle a checké le site web du restaurant et apparemment leurs heures d'ouverture c'est de 7h à 20h. Du coup, pourquoi en arrivant à 21h, on leur a dit qu'il n'y a pas de souci pour être servi? Il est temps de passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Maddie. Maddie, elle vit dans le Nebraska et elle adore se retrouver seule dans sa voiture avec juste la nature autour d'elle, personne sur la route. D'ailleurs, pour éviter qu'il y ait des gens sur la route, elle fait souvent des trajets de nuit. Et depuis 4-5 ans, elle a eu 0 problème. Sauf la nuit passée. Ce soir-là, elle est chez elle avec son mec, ça va pas trop dans sa tête à Maddie, elle repense à X problèmes dont elle veut pas parler. Et elle explique à son copain qu'elle va faire un peu de route pour s'aérer l'esprit. Elle va d'abord faire le tour de sa ville pendant une trentaine de minutes. Et puis elle décide d'emprunter une autoroute plus au nord et qui est plutôt sombre et sinueuse. Elle est donc sur cette autoroute à 120 km/h. Elle fait attention dans les virages à potentiellement un cerf qui traverserait la route. Elle observe l'obscurité autour d'elle, les champs de maïs, les arbres sans feuilles. On est vraiment au début d'un film d'horreur et elle se fait elle-même cette réflexion dans la voiture. On est aux alentours de 23h et à 10 minutes de Maddie, il y a un rond-point qu'elle compte utiliser pour faire demi-tour et prendre l'autoroute dans l'autre sens direction chez elle. Maddie emprunte la sortie et là elle aperçoit au loin un véhicule avec ses warnings allumés. Et ce véhicule est incliné entre la chaussée et la route comme s'il avait dû s'arrêter dans la précipitation. Et à côté de la chaussée, on est sur une forêt, donc des arbres, des arbustes, etc. En se rapprochant, elle voit que la portière côté conducteur est grande ouverte et en ralentissant, elle aperçoit à l'intérieur de la portière ce qui ressemble fortement à du sang. Elle regarde aux alentours et il n'y a aucune autre voiture ou aucune autre personne. Elle est seule. Elle a un très bon réflexe, elle prend son téléphone, elle regarde si elle a du réseau pour contacter les secours, mais il y a rien. C'est une situation de merde. Elle est donc très méfiante, mais il y a quand même une petite partie d'elle qui se dit là, il y a quand même quelqu'un qui a peut-être eu un accident, qui est peut-être vraiment dans la merde et il a besoin de mon aide. Maddie décide donc de s'arrêter à côté de la voiture immobilisée et de baisser sa vitre côté passager. Et elle demande s'il y a quelqu'un et si tout va bien. Aucune réponse. Elle se dit que peut-être que la personne s'est évanouie un peu plus loin, mais que quoi qu'il en soit, elle ne doit pas sortir de sa voiture, qui est sa seule protection. Elle se dit alors que tout ce qu'elle peut faire, c'est de remanifester sa présence, et s'il n'y a pas de réponse, elle ira plus loin avec sa voiture, là où il y a du réseau pour appeler les secours et donner la position de la voiture immobilisée. Écoutez-moi bien, elle est méga smart. C'est vraiment ouf. Après un long silence, les buissons à côté de la voiture remuent. Elle distingue une silhouette entre les arbres, et une voix grave lui répond « Oui ». Maddie est soulagée, la personne qui a eu l'accident est consciente, et c'est à ce moment-là qu'elle remarque 3 choses presque simultanément. La première, elle réalise qu'il n'y a aucun dégât au niveau de la voiture. Tous les pare-chocs sont intacts, le pare-brise est intact, aucune rayure, rien. Deuxièmement, en regardant dans son rétroviseur côté passager, elle distingue une silhouette qui sort de derrière la voiture immobilisée et qui se dirige rapidement vers la sienne. Et troisièmement, cette même personne ne présente aucune blessure, aucune trace de sang, et dans sa main, elle distingue un objet plutôt long, comme un pied de biche. En seulement quelques secondes, Maddie réalise qu'elle est probablement dans un guet-apens. Et là,
là, elle met pied au plancher. Dans son accélération, sa fenêtre côté passager est toujours ouverte et elle entend la voix grave qu'elle a déjà entendue une première fois lui hurler dessus. Elle distingue pas un mot de ce que la personne dit, mais elle en est sûre, ça pue autour de cette voiture et elle se casse. Il s'agissait d'un guet-apens et si elle sortait de sa voiture, elle sait pas ce qui lui serait arrivé et surtout, elle aurait pu prévenir personne puisqu'il n'y avait pas de réseau à cet endroit-là. L'histoire finit bien, les mecs n'ont pas pris en chasse Maddie. Elle a pu atteindre rapidement le parking d'un centre commercial sur lequel il y avait beaucoup de voitures. Elle a appelé la police et son copain, ils sont tous venus la chercher. Ils ont envoyé une patrouille pour essayer de trouver les mecs qui étaient immobilisés au milieu de la route. En arrivant sur les lieux, la voiture n'était plus là, les deux mecs avaient disparu. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui arrive beaucoup, les guet-apens, c'est horrible. Et pas forcément sur la route, hein. On l'a déjà vu dans d'autres threads d'horreur, il y a des histoires où c'est des mecs qui peuvent toquer chez toi, qui te mettent un coup de pression en mode vite, viens m'aider, il se passe ci, alors que dalle. Et c'est une mécanique que je trouve horrible, quoi. Profiter du fait que la personne en face baisse ses protections parce qu'elle pense que t'as besoin d'aide et d'en profiter à mauvais escient, je trouve ça horrible. Les mecs, c'est des monstres, quoi. Alors tout ça nous amène à la troisième histoire. L'histoire de Coralie. C'est la fameuse histoire qui se passe dans des toilettes publiques. C'est une histoire qui est arrivée à Coralie 7 ans avant qu'elle nous la raconte, quand elle avait encore 14 ans. Elle habitait dans un quartier pas ouf, dans lequel il y avait un cinéma pas ouf. Et en plus d'être pas très cher, c'est un vieux cinéma où le staff s'en fout un peu des règles et du coup il les laissait aller voir le film qu'elle voulait, même les films interdits aux moins de 16 ou 18 ans. Le rêve quand t'es jeune, ça. Elles y vont à 5, en arrivant elles achètent des petits snacks et puis avant d'aller dans la salle de projection, Coralie elle a envie d'aller aux toilettes. On est dans une toute petite ville aux États-Unis, le cinéma est très mal entretenu. Genre c'est crade. Il y a qu'un seul employé qui est chargé de l'entretien, il en a un peu rien à foutre vu le peu de clients qu'il y a. Du coup c'est encore plus dégueulasse que ce que vous imaginez. Bref, Coralie arrive dans les toilettes des filles. En arrivant, il y a aucun bruit, elle pense donc qu'elle est seule, ce qui la rassure et la fait un peu bader à la fois. Moi j'avoue, je suis un peu comme Coralie, les lieux publics où il y a personne, ça me fait trop peur. J'ai l'impression que je vais me prendre une embuscade. Coralie instinctivement, elle veut aller dans la cabine la plus proche de la porte d'entrée des toilettes, mais en poussant la porte, elle voit que c'est vraiment dégueu, elle aperçoit ce qui semble être du sang de règles. Du coup, elle se dit bon, un peu abusé là, je vais aller voir l'autre cabine. Elle l'ouvre et bingo, c'est moins crade qu'avant, donc elle se pose dans celle-ci. Et c'est là que commence le calvaire. Coralie, elle entend quelqu'un rire. Peut-être quelqu'un qui est dans l'une des 4 cabines un peu plus loin et qu'elle avait pas entendu avant. Mais quand même, c'est plutôt rare d'entendre des gens se taper des barres dans les toilettes publiques. Du coup, elle est un peu dans le mal. De nouveau, elle entend un rire, mais cette fois, c'est pas un rire, c'est vraiment une grosse barre. Coralie, elle est toujours sur les toilettes et elle se dit « Je veux devenir invisible ». Je pense comme ce serait le cas pour nous tous. Et là, Coralie entend la porte de la cabine en face de la sienne s'ouvrir. Et puis, plus rien. Aucun bruit de pas. Les secondes passent, Coralie a le cœur qui bat à 200 à l'heure. Et après quelques secondes, Coralie, sous la porte, elle voit apparaître des chaussures. Et ces chaussures, c'est un modèle un peu enfantin. Donc Coralie, elle se dit « Ah, mais ça explique tout. C'est un enfant qui était aux toilettes, d'où le rire, d'où le fait d'ouvrir la porte et de rester immobile. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un enfant dans les toilettes publiques. » Et puis après quelques secondes à regarder les chaussures, elle se dit « Mais elles sont grandes les chaussures là. C'est un modèle d'enfant, mais là c'est du 42. » Et c'est à peu près au même moment qu'elle entend la personne gratter contre la porte des toilettes. Coralie, elle a un très bon réflexe, c'est qu'elle prend ses jambes autour de ses bras et elle est assise sur les toilettes comme ça, de manière à passer inaperçue si jamais la personne de l'autre côté de la porte regarde en dessous la porte. Et d'un coup, c'est plus des chaussures qu'elle voit, cette personne met un bras sous la porte des toilettes de Coralie. Évidemment, elle se met à pleurer, elle envoie des SMS à ses amis pour qu'ils viennent l'aider, sauf que comme ils sont dans la salle de projection, bah personne n'est sur son téléphone, et après un moment, c'en est trop, Coralie, elle décide d'écraser de toutes ses forces la main de la personne avec son pied. Immédiatement, la personne sort son bras de la cabine et commence à gémir. Coralie est tétanisée et la personne est toujours juste en face de sa cabine, elle peut pas sortir. Peu à peu, le gémissement s'estompe et le silence revient dans les toilettes. Long silence rompu par un ouvre cette putain de porte! Coralie hurle. Elle hurle et pendant qu'elle hurle, la personne de l'autre côté de la porte dit plein de trucs. Et d'un coup, la personne arrête de parler. Coralie arrête d'hurler. Et elle va rester 15 minutes ici seule en boule sur ses toilettes, sans ouvrir la porte par peur que la personne soit encore de l'autre côté à l'attendre. 15 minutes plus tard, elle entend la porte des toilettes s'ouvrir. Et là, elle se dit, bon bah, soit c'est la personne qui était là qui vient de partir, soit c'est quelqu'un qui vient de rentrer et qui va pouvoir m'aider. Elle ouvre donc le verrou de sa cabine et soulagement. Il n'y a plus personne dans les toilettes. Et la personne qui vient d'ouvrir la porte des toilettes, c'est la fille de l'accueil du cinéma qui s'est ramenée parce qu'elle a vu Coralie rentrer aux toilettes il y a 20 minutes mais pas sortir. Et donc elle est venue voir si tout allait bien. Le manager est arrivé sur les lieux, il a inspecté chaque cabine, il a rien trouvé. Aucune trace de la vieille dame qui était là plus tôt. Et donc ils ont rien pu faire pour Coralie à part lui dire est-ce que t'es sûr que c'est vraiment arrivé ce que tu racontes parce qu'on a trouvé personne. Bref, la vieille dame des toilettes, j'espère ne jamais te croiser. De toute façon ça risque pas de m'arriver, moi je vais jamais dans des toilettes où il y a le truc sous la porte là. C'est une peur de collégien mec.